Voilà déjà, bonjour à tout le monde qui est en présentiel. La salle est pleine. Il reste quelques places pour ceux qui arrivent un peu en retard. Et il y a 35 personnes à distance, donc je suis content de ce succès. C'est notre deuxième séance Aléa, donc de ce séminaire interuniversitaire. Je regarde mes collègues, je me trompe pas, c'est bien la deuxième, me semble-t-il. Euh, Séminaire interuniversitaire Amérique latine, espace Atlantique. Vous m'excusez, je suis un peu malade. Et d'ailleurs, le conférencier d'aujourd'hui aussi, mais voilà, nous sommes courageux et avec les antibiotiques, ça passe à peu près. Donc voilà, la deuxième séance de l'année, Espace Atlantique, Amérique latine, Espace Atlantique, qui est un séminaire interuniversitaire, comme vous le savez, organisé avec les universités de Paris 8. On a ici Enrique Fernandez Domingo, que je salue, l'université de Nanterre, Diana Burgos. Il y a plusieurs de ses étudiants ici présents et malheureusement, elle est retenue par un cours qu'elle n'a pas pu déplacer, donc elle s'en excuse, mais elle est de tout cœur avec nous. Et vous le savez, par ailleurs, cette séance va être enregistrée. D'ailleurs, il faut que je vérifie parce que oui, ça y est, c'est en enregistrement dans le cloud. Donc après, il y aura un petit montage, mais dans quelques jours, je pourrai le remettre en ligne. Monsieur Mollier vient de me dire que par ailleurs, son PowerPoint sera disponible. Donc je verrai, je le mettrai sans doute sur le site du CRIMIC. Hein, vous pourrez accéder. Il y a une rubrique vidéo et podcast, et là vous retrouvez les différents éléments. Et je mets toujours les PowerPoint quand les conférenciers m'y autorisent. Donc vous pourrez le réécouter et le transmettre si quelqu'un a besoin. Donc voilà. Et au sein de Aléa, bien sûr, Sorbonne Université qui s'occupe de cette séance, avec Françoise Martinez qui co-dirige avec moi le séminaire Ibéris au sein de l'équipe du CRIMIC. J'espère que vous suivez à peu près la configuration de tout ça. Voilà. Donc là, c'est une séance particulière aujourd'hui parce qu'elle est liée à un programme. Alors, pourtant, il n'est pas censé être désactivé chez moi. Quelqu'un dit que c'est bon, hein? Voilà, parce que moi, normalement, ici, tout va bien, mais dites-nous si vous n'entendez pas à distance, hein. Oui, je vois, on ne vous entend pas. Je crois que ça va maintenant, c'était au départ, hein. Mais tu fais bien, Daniel. N'hésitez pas à me dire hein, si quelque chose pose question à distance. Donc, c'est une séance particulière puisqu'elle porte sur la question d'agrégation interne, hein, qui est autour de la République du Panama, beaucoup d'entre vous le savez, entre 1899 et 1914. Et par ailleurs, elle rejoint une préoccupation de notre séminaire, qui est un séminaire d'histoire comparée. Et là, il se trouve que nous allons avoir vraiment une belle séance prise en charge par un seul conférencier, mais qui va lui-même établir une comparaison entre les différentes mémoires hein, qu'il qualifie dans le cadre de son titre de kaléidoscope, hein, les mémoires du canal de Panama, de sa construction et des répercussions que cette construction et cette création a eues. Voilà. Je vais donc présenter tout d'abord Jean-Yves Mollier, que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, mais je reviendrai succinctement sur sa trajectoire, qui est riche. Donc, il est actuellement professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Saclay, Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et spécialiste de plusieurs champs de recherche riches et qui lui ont permis de publier un grand nombre, je ne sais pas à combien, je ne les ai pas calculés, mais d'ouvrages d'histoire culturelle et politique portant sur le 19e et le 20e siècle français. Donc, l'un des champs saillants, on va dire, de recherche de Jean-Yves Mollier, c'est l'histoire de l'édition et l'histoire du livre. Donc là, écrivain et historien prolifique, vous avez plusieurs livres sur le sujet. Hein, peut-être comme ça, on peut vous voir aussi à distance. Voilà, c'est plus sympathique. Donc plusieurs ouvrages sur le sujet. Mais je peux en citer certains. Donc vous avez publié des travaux sur les éditions Hachette. Ah oui, oui, c'est une bonne idée, oui. Sur les éditions Hachette, sur les éditions Kalman-Levy, mais aussi un ouvrage en 2020 sur la censure d'hier à aujourd'hui. Hein, et également un livre en 2021, Histoire de la librairie et des libraires, pour lequel vous avez reçu un prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, c'est un champ de recherche tout à fait actif pour vous et tout à fait intéressant. Par ailleurs, vous avez aussi travaillé sur la presse et en particulier les répercussions politiques et sociales du scandale de Panama en 1892. Pardon. Moi, c'est à cette occasion que j'ai découvert vos travaux qui, je le rappelle, hein, ça a été le plus grand scandale financier au 19e siècle. Ça a fait trembler la Troisième République, hein, vous le savez. À la fois, c'est un scandale qui a plusieurs dimensions, politiques, financières, qui a aussi des relents d'antisémitisme très forts, hein, etc. Donc là, vous avez à la fois cet ouvrage hein, chez Fayard,
de 1988, Le scandale de Panama, et un ouvrage plus récent, 2021, Cornelius Hertz, Portrait d'un lobbyiste franco-américain à la belle époque, voilà, qui notamment s'est manifesté à l'occasion du scandale de Panama, enfin de l'affaire du Panama, mais sans doute à d'autres occasions, d'autres investissements. Voilà, cette question d'agrégation, je crois que vous m'en avez fait part dans une dédicace que vous aviez donnée sur l'ouvrage. Cette question d'agrégation vous a donné envie de revenir sur le Panama, et j'en suis honoré et content. Moi, je suis aussi très content que cette question d'agrégation ait pu voilà, révéler des espaces qui étaient peu étudiés quand même dans l'hispanisme et encore plus au concours. Et ce qui a conduit à la publication de cet ouvrage, Panama, un canal pour mémoire, hein, publié chez Flammarion au début de l'année 2025, qui est une exploration historique et mémorielle du chantier du canal de Panama, entre ambition impériale, imaginaire politique et héritage culturel. Et là, vous étudiez donc la pluralité des mémoires qui se sont construites autour de cette construction du canal de Panama, des mémoires différenciées, parfois antagonistes, c'est ça qui est intéressant aussi, selon les collectifs, selon les individus. Je crois vraiment que cet ouvrage, et là j'insiste, hein, pour l'avoir lu, une référence très utile pour les agrégatifs, hein, donc je ne saurais trop vous conseiller de le lire et d'en prendre connaissance. Donc, où vous étudiez 6 collectifs, hein, bon, plusieurs correspondent à des nationalités, mais pas exclusivement, les Français, tour à tour, États-Uniens, Antillais, dans toute leur diversité, Colombiens, Nicaraguayens et Panaméens. Donc, on qualifie parfois cet ouvrage d'un ouvrage d'histoire globale, je dirais peut-être plus d'histoire transnationale, dans la mesure où il y a la construction par ces différentes voies d'un récit et d'un imaginaire qui est en décalage hein, avec le récit triomphaliste. Non pas qu'il ne fasse pas partie de cette histoire et de ces mémoires, mais il offre bien des reflets différents. Donc en décalage avec ce récit triomphaliste qui a dominé, qui a été promu au moment de l'inauguration du canal, qui a été un éloge du progrès, de la science, de la technologie, mais aussi de la paix et de l'idée de rencontre entre les peuples, toutes races confondues, à travers, comme on le disait à l'époque, hein, à travers le commerce, les circulations qui connecteraient le monde au moment où l'Europe s'effondrait et entrait dans une guerre fratricide, vous le savez bien. Je rajouterai, avant de vous donner la parole, que vous avez été conseiller historique. Peut-être qu'à un moment, vous pourrez aborder cette expérience aussi. Elle me paraît très intéressante pour la diffusion des connaissances. On va bientôt fermer. Vous avez été conseiller historique du film de Sandra Ruth, que j'ai pas vu, intitulé Les Forçats du Canal, qui sera Il est programmé le 4 janvier, le 4 janvier. Formidable. Je vais le noter tout de suite. Comme sur la ça, 5. nos... sur quelle chaîne, pardon? La 5, Sur la 5. la France 5. Ouais, tout à fait. Super. Merci, merci, parce qu'il y a de l'exaltation à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est lié à notre thème de conférence, mais oui, les Forçats du Canal, hein, donc il sera projeté par France Télévisions, France 5, le 4 janvier. Formidable. Donc, peut-être vous pourrez évoquer ça en complément de votre conférence. Donc, la conférence, on va vous donner la parole, s'intitule Le Canal de Panama, un kaléidoscope de mémoire dans l'espace transatlantique. Vous avez un PowerPoint, Jean-Yves, donc on va le partager. Alors, c'est celui-ci? Oui. Ouais, c'est ça. Partager. Je vais le mettre en plein écran et surtout, parce que parfois on a voilà, on a parfois des surprises. Est-ce qu'à distance, vous pouvez me confirmer si on voit bien, confirmez-moi à l'oral, si vous voyez bien qu'on passe les diapositives là? Si quelqu'un peut prendre la parole, parce que j'ai plus les messages. Oui, c'est parfait. C'est parfait, je vous remercie. Je ne sais pas qui a parlé, mais... Non, on ne voit pas le Ah, défilé de diapos. alors, si quelqu'un l'a vu et que quelqu'un d'autre ne la voit pas, c'est pas normal. Est-ce que là, monsieur Arispé, vous le voyez là? Non, non. Je suis Toujours toujours pas. à la première page. Le Et canal de pourtant, Panama, une certains le télévision. voient, alors que ça, c'est pas normal. Ça m'est jamais arrivé. Si certains le voient et d'autres non. C'était Mélina qui avait parlé jusqu'avant? Oui, c'est moi, mais on voit bien. Enfin, moi, je vois le PowerPoint. Mais Il n'y est-ce a que pas vous de le voyez problème. défiler? Non, peut-être pas. Vous Ah voyez que non, la... je ne le vois pas défiler, mais Ah, je voilà, sur le c'était ça ma côté. question. Donc, attendez, on va changer ça. Ça, c'est important qu'on le sache. Alors, c'est toujours un peu mystérieux. On voit les diapos à gauche, en fait. J'ai Enfin, on compris. voyait. Ouais. Si quelqu'un
à la science du PowerPoint et du... Sinon, tu affiches les lettres à gauche pour les voyez. Là, on voit la carte, le golfe Ouais. du Mexique. Là, vous voyez que ça bouge? Oui, ça bouge. Parfait. D'accord. Ben, on va s'en tenir à ça. J'espère que... Oui, oui, ben, ici, on voit très bien. Bon, ben, formidable. On ne touche plus à rien. C'est l'essentiel. Je vais orienter pour que... Oui. Voilà. Merci beaucoup de votre invitation. Comme vous l'avez indiqué, je suis professeur émérite, donc à la retraite. Et un professeur émérite, c'est un professeur à qui on a enlevé le micro. Il n'a plus d'étudiants et donc chaque fois qu'on l'invite, il est content de retrouver, au fond, la seule chose qui l'est passionné dans sa vie, enseigner et essayer de transmettre des connaissances. Alors, avant de traiter le sujet de ma conférence, je voudrais vous préciser que je ne suis ni hispaniste ni américaniste, mais, comme on vous l'a expliqué, historien à la fois du politique et du culturel. Spécialiste à l'origine de ma carrière du 19e siècle français, j'ai rencontré le canal de Panama il y a près de 35 ans à l'occasion d'une recherche qui portait sur l'énorme scandale politico-financier qui entoura la faillite de la compagnie universelle du canal interocéanique de Panama. Depuis la publication de mon livre en 1991, l'ombre de ce canal ne m'a jamais quitté. Elle m'a même parfois rattrapé de façon inattendue, puisque, alors que je rédigeais la biographie d'un des protagonistes de ce scandale, le lobbyiste franco-américain Cornelius Hertz, donc on était en 2021, j'ai eu la surprise amusante de découvrir qu'au tout début de sa carrière de médecin, en mai 1874, Hertz avait emprunté le chemin de fer reliant Colonne, encore nommé Aspinwall, à Panama, pour passer de New York à San Francisco. La Panama Railroad Pacific avait été construite entre 1850 et 1855 dans des conditions épouvantables, au point qu'une jeune docteure guadeloupéenne a récemment affirmé dans sa thèse que la construction de cette voie ferrée avait coûté la vie, je la cite, à 80 000 ouvriers chinois. Autant de cadavres que de traverses de bois, écrit-elle, sans se rendre compte de l'énormité de son affirmation. Au-delà de son erreur factuelle, puisque le chantier du PRR n'a fort heureusement pas provoqué une telle hécatombe digne de la chanson de Roland, la prégnance d'une mémoire vive de la dureté de l'exploitation des ouvriers antillais venus à Panama entre 1880 et 1914 atteste l'importance du trauma subi à l'époque de la construction de ce canal mythique. Plus récemment, en février 2025, alors que je venais de rendre le manuscrit de mon livre sur les mémoires du canal de Panama à mon éditeur, l'intervention de Donald Trump et son ambition de reprendre le canal révélaient l'existence d'une autre mémoire, agressive et revancharde, la mémoire des membres du Parti républicain aux États-Unis. En effet, et quoique les commentateurs de l'actualité ne l'aient pas relevé, Donald Trump répétait en 2025 les propos qu'avait tenus Ronald Reagan en 1976, 1978 et 1980. Je cite Reagan et Trump qui reprennent la même phrase: nous l'avons construit, nous l'avons payé, il est à nous et nous le garderons. Seuls les derniers mots de la phrase avaient été modifiés, mais le début de la citation prouve à l'évidence le rejeu d'une mémoire jamais complètement enfouie de la propriété d'une voie de navigation internationale. Et cela, malgré la signature du traité Carter-Torrijos de septembre 1977, qui permit à la República de Panama de récupérer enfin, 20 ans plus tard, le 31 décembre 1999, cette canal zone qui avait fait couler beaucoup de sang depuis un peu plus d'un siècle. Peut-être montrer voilà. Je vous ai mis une carte de tout le bassin de la Caraïbe et une deuxième carte, celle-là du canal de Panama, avec la zone, 8 km de chaque côté, 10 miles, donc la canal zone qui appartint pendant presque un siècle aux États-Unis. Puisque j'en suis dans ces propos liminaires à évoquer la trace
de mémoire fugitive ou au contraire durable d'un événement, le percement d'un canal reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, je citerai encore les articles de deux quotidiens, Libération et Le Monde, des 14 et 15 décembre 1999, à l'occasion de la cérémonie officielle de passation des pouvoirs entre les États-Unis et le Panama. Les deux journalistes qui s'étaient déplacés, étaient allés à Panama, avaient en effet interrogé un chercheur français résidant à Panama City qui travaillait sur la mémoire des morts du chantier de construction du canal et qui avait remis à l'ambassadeur de France un rapport demandé par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Hubert Védrine. Védrine, en effet, voulait savoir si le chiffre de 22 000 morts français qui est gravé dans le grès d'un monument à la mémoire des victimes sur une place de la cité de Panama City correspondait à la réalité, parce qu'en Martinique et en Guadeloupe, depuis le début des années 1980, des associations voulaient faire entendre la voix de leurs ancêtres disparus dans l'enfer ou le bagne du Panama. Je mentionnerai enfin, pour en terminer avec cette longue introduction, la publication des Panama Papers en juin 2016. En citant le nom de deux anciens ministres français, Jérôme Cahuzac et Dominique Strauss-Kahn, parmi des milliers d'autres amateurs de paradis offshore destinés à cacher leur turpitude, la presse fit ressurgir l'ombre du scandale des années 1892-1893. Lors de la réactivation de ce scandale, qui refait surface en 1897-1898, encadrant l'affaire Dreyfus d'une sinistre lueur antisémite, le nom de 150 députés, sénateurs et ministres fut en effet jeté en pâture à l'opinion, la persuadant que les écuries d'Augias étaient infiniment plus propres que le Parlement français de la Troisième République. On va regarder les vignettes 13 et 14. Allez-y. Elles sont là, oui, oui. Le numéro est là. Voilà. La 13, c'est la fameuse affiche qui montre le chapeau duquel tombent des chèques de 20 000, 50 000 et 100 000. Et la suivante, regardez le malheureux actionnaire de la compagnie universelle du canal interocéanique. Il a été ruiné par la faillite de l'entreprise et il en est réduit à mendier dans la rue, de quoi subsister. Chaque fois qu'un nouveau scandale financier éclaboussera des hommes politiques français, en 1934, lors du suicide de Stavisky, en 1990-1992, lors des affaires Urbac-Graco, mettant en cause le financement du Parti socialiste, puis en 2000, à l'occasion de la publication de la cassette dite de Jean-Claude Méry, révélant les dessous du financement du RPR de Jacques Chirac, la presse renverra au scandale de Panama. Celui-ci avait également contribué à faire entrer dans l'imaginaire européen la figure du Rastaquouère, cet homme d'affaires latino-américain qui se substituait à une autre image beaucoup plus sympathique, l'image du Brésilien de la vie de bohème de Offenbach, venu à Paris en 1867 pour s'enfourrer, jusque-là, donc, dépenser son argent pour le plus grand profit des commerçants et des dames galantes de la capitale de la France. Désormais, avec la réalisation par le dessinateur Carandache d'un faux carnet de chèques imitant le carnet de chèques du baron Jacques de Raynac, puis de la célèbre affiche montrant un chapeau de paille tressé d'où tombent des billets que des mains avides tentent d'attraper, tout un imaginaire entoure le Panama et son canal. On verra même le chanteur français Guy Béard composer en 1963 une chanson qui résume, à sa manière, les espoirs d'enrichissement des Français du temps, preuve évidente d'une transmission intergénérationnelle des éléments les plus marquants de cette mémoire. On va revenir au plan et j'en viens à la première partie de mon exposé, deux mémoires nationales radicalement opposées,
la mémoire des Panaméens et la mémoire des Colombiens. Avant d'évoquer les mémoires françaises et états-uniennes du canal, je commencerai par revisiter celle des deux peuples qui n'en formaient qu'un avant la sécession organisée par Philippe Buno Varilla et les amis du docteur Manuel Amador Guerrero le 3 novembre 1903. Là, on va regarder les vignettes, les diapos 5 et 7. La 5, voilà, ça c'est Philippe Buno Varilla, décoré de la Légion d'honneur. On va aller un peu plus loin. Là, voilà, le docteur Manuel Amador Guerrero, hein, qui est bien connu au Panama. Il a des monuments un peu partout. Il a même un cimetière, c'est quand même la meilleure manière d'honorer le premier président de la République, mais enfin, il est très connu au Panama. Si on consulte la presse satirique colombienne des années 1903-1930, on voit s'imposer le thème du vol, el rapto en espagnol, d'une province ou d'un département, le Panama, constitué de 75 000 km² de terre arrachée à la République de Colombie dans des circonstances qu'il convient de rappeler. On va reprendre la vignette 4, donc un peu plus haut. Voilà. El rapto vu par la presse de Colombie, j'en ai choisi une, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Là, c'est vraiment le trauma pour la conscience colombienne. C'est un vol, c'est un rapt, un hold-up, un kidnapping, on peut traduire comme l'on veut, mais le Panama, eh bien, était la propriété de la Colombie. Alors, je m'interromps pour une anecdote absolument authentique. La semaine dernière, j'étais en visioconférence avec l'Université de la Martinique. Et en assisté, non pas en présentiel, mais à partir de Panama, un descendant d'Antillais devenu panaméen, au point qu'il m'a dit « Votre livre est très bien, mais vous vous trompez. Le Panama n'a jamais appartenu à la Colombie. » Ça, c'est les Colombiens qui racontent ça. Extraordinaire. Qu'est-ce que l'historien peut dire par rapport à autant de convictions intimes d'un vieux monsieur que par ailleurs je respecte? Et donc, j'avoue que j'ai eu quelques difficultés. Et c'est là où l'historien se rend compte de la difficulté de son travail. Parce qu'en effet, en mettant à jour, comme j'ai essayé de le faire après d'autres, ce coup d'État parfaitement fictif, perpétré à la fois par les États-Unis et par un groupe de financiers français, on heurte de plein fouet la conscience nationale panaméenne, pour qui, évidemment, il s'agit de patriotes, de résistants qui ont permis à leur pays de se détacher d'un empire qui les oppressait. Ouais, il y a deux histoires, il y a deux storytelling, comme on dit aujourd'hui, qui se heurtent, qui ne peuvent pas se rencontrer. Et l'historien risque d'être lapidé par les deux s'il ne choisit pas son camp. Bon, après tout, nous y sommes habitués. Alors, dans mon livre, j'ai reconstitué minutieusement le trajet financier des 500 000 francs de l'époque, 1903, l'équivalent de 2 500 000 euros d'aujourd'hui, un peu plus de 3 millions de dollars, c'est quand même pas mal, qui servirent à acheter les garnisons de Colón et de Panama City et à empêcher tout mouvement de troupes venant de Colombie. Comme la marine de guerre nord-américaine s'était positionnée avec le Nashville dans la baie de Colón, côté Atlantique, nul soutien aux autorités en place ne pouvait être espéré. Expédié par le Crédit Lyonnais à Paris, la grande banque française, qui va réaliser un profit de 5 millions de francs or d'avant 14, 25 millions d'euros à cette occasion. Cette somme expédiée à une grande banque de Bruxelles, puis de là à une succursale de la banque JP Morgan à New York, qui transféra la somme à une banque fondée à Panama par le vice-consul des États-Unis Félix Herman. Cet argent révèle ainsi l'existence d'un consortium franco-américain de financiers unis dans leur volonté d'obtenir l'indépendance du Panama. En arrière-plan de ces événements, on devine l'opposition unanime des deux chambres du Congrès de Bogota à la ratification du traité Hey-Herran, signé par l'ambassadeur de la Colombie à Washington, Thomas Herran, le 22 janvier 1903. Validé dans un premier temps par le président José Marroquín, puis par le Congrès des États-Unis le 17 mars. Il fut rejeté par le Congrès de Bogota le 2 septembre 1903.
De même, s'inscrit en filigrane la figure d'un ingénieur français qui avait dirigé les travaux de creusement du canal dans la période française, Philippe Buneau-Varilla. Nommé ambassadeur du Panama à Washington dès l'annonce du coup d'État le 3 novembre 1903, c'est lui qui signa le 18 novembre, 15 jours après, le fameux traité Hay-Buneau-Varilla, par lequel la République de Panama accordait aux États-Unis d'Amérique la concession à perpétuité d'une zone de 16 kilomètres autour du futur canal. À côté de lui, on voit s'agiter les banquiers français qui avaient été contraints en 1894 d'investir dans la compagnie nouvelle du canal interocéanique de Panama une partie des profits indûment retirés de l'exploitation de la première entreprise, celle de Ferdinand de Lesseps des années 1880-1889, et les banquiers nord-américains qui avaient fait cause commune avec eux. Le but de ce qu'on a appelé le syndicat de Wall Street. Alors là, on va voir la vignette de William Nelson Cromwell juste après. Juste après. Oui, ça c'est Buneau-Varilla, Oui, voilà. pardon. Et après Buneau-Varilla, vous avez Voilà. Cromwell. C'est un banquier cossu. Regardez comme il est content de lui. Hein. Il a fini Grand Croix de la Légion d'honneur, donateur du musée de la Légion d'honneur à Paris dans les années 1930. Il a retiré une fortune colossale, évaluée par mes collègues économistes américains à autour de 20 millions de dollars. Une somme colossale. Lui, c'était vraiment l'artisan à Wall Street de la rencontre entre les banquiers nord-américains et les banquiers français. Le but du syndicat de Wall Street, comme l'appellera la presse Pulitzer, ce but était limpide. Transférer tous les avoirs de l'entreprise, y compris la concession colombienne accordée en 1878, prolongée en 1890, puis en 1900, à une société qui serait immatriculée aux États-Unis. En réalité, ce sera la présidence des États-Unis qui se chargera d'achever le percement du canal et d'en assurer la propriété à ses constructeurs. Face à ces événements qui vont du vote du Spooner Act du 18 juin 1902 jusqu'à la ratification du congrès Hay-Heran par le gouvernement provisoire, la junte provisoire de Panama le 2 décembre 1903 et par le congrès des États-Unis le 23 février 1904, la presse colombienne se déchaîna, traînant dans la boue et les couvrant d'opprobre les traîtres qui avaient rejoint la sécession, notamment le général Esteban Huertas et la junte autoproclamée à Panama. Alors c'est amusant parce que dans la bande dessinée intitulée, j'ai mis le titre en français, La harpie de la percée de la Culebra, du dessinateur de comics américain Keno Don Rosa, là on va voir la vignette 10, Esteban el Magnifico y côtoie le président Theodore Roosevelt, proche de l'oncle Picsou, dans une mise en scène de bande dessinée qui rappelle le film colombien de 1927 intitulé Garras de Oro et sous-titré Alborada de Justicia. Oui, c'est l'image. Non, pardon. Non, un peu plus loin. Voilà, Theodore Roosevelt à Panama en 1906, on y reviendra. Alors, Esteban le Magnifique était une sorte de point d'orgue à la campagne lancée par les journaux Bogotá Comica, El Mosquetero, Es Moscardón, La Semana Comica, Méphistophélès, Zigzag et bien d'autres, afin de dénoncer le rapt, le vol, ce vol déchirant d'une province, d'un département, que la Colombie tout entière vivait comme un véritable trauma. Un certain nombre d'études récentes menées en Colombie, soit dans la presse, soit sous la forme de sondages auprès d'habitants de Bogota, confirment la présence de cette déchirure dans la conscience de bon nombre de Colombiens aujourd'hui. Je ne sais pas si la majorité des Colombiens ont conscience de ce trauma, mais en tout cas, une bonne partie des habitants de Bogota et sans doute des grandes villes en sont persuadés. Par opposition à cette mémoire douloureuse, la República de Panama honore le haut nombre de ses héros, le général Esteban Huertas et le docteur Manuel Amador Guerrero, premier président du pays, tous les deux dotés de bustes et de statues à leur effigie.
le fort Amador, le cimetière Amador, l'ordre national qui porte son nom témoignent de l'importance accordée au père fondateur de la nation. Pour écrire son roman national, ou bien rédiger sa storytelling, le Panama a dû effacer de son souvenir l'ombre tutélaire mais gênante de Philippe Buno-Varia, transformé en une sorte de Père Joseph, donc de mauvais conseiller du président Amador. Je résume. Dans un premier temps, il a été plutôt honoré, mais à cause d'une prise de position au milieu des années 20, il a été dénoncé dans la presse comme, au fond, un traître. Donc aujourd'hui, le souvenir a quasiment disparu, mais pas complètement. Dans cette réécriture de l'histoire nationale, Buno-Varia aurait dépassé le cadre qui lui aurait été fixé par la junte provisoire en 1903 et il aurait remplacé la concession centenaire qui figurait dans le traité Hay-Eran par une concession à perpétuité introduite à dessein dans le traité Hay-Buno-Varia afin de faire du Panama un éternel vassal des États-Unis d'Amérique. Cette version s'appuie sur un fond de vérité, puisque, en effet, c'est bien le ministre plénipotentiaire Philippe Buno-Varia qui modifia le traité imposé à son pays d'adoption. Mais, les membres de la junte provisoire étaient parfaitement au courant de ce changement quand ils acceptèrent de le désigner comme ambassadeur à Washington. C'est facile aujourd'hui de rejeter la faute sur le méchant. En plus, il est français, il vient de loin. Donc, bouc émissaire idéal, non. La faute, elle est, si faute il y a eu, elle fut collective. La junte, au fond, elle n'avait pas le choix. Ou bien elle obtiendrait un traité qui quand même allait lui accorder une rente annuelle, ou elle n'obtiendrait rien. Donc, entre tout et rien, elle a préféré choisir le milieu. Piètre négociateur, surtout avide de dollars, les membres de la junte provisoire avaient tenté d'obtenir plusieurs millions avant de déclencher le soulèvement. Mais ils durent se contenter de miettes, les 500 000 francs expédiés par Buno-Varia, et réécrire leur histoire pour justifier l'arrivée des Gringos ou des Yankees dans une canal zone de 8 km de large de chaque côté du canal et de 77 km de longueur. Pire, pour ceux qui, dès 1914-1918, vont créer des syndicats et des partis politiques pour s'opposer au gouvernement, ils ont accepté l'introduction de la ségrégation raciale sur le chantier du canal et la séparation entre les gold employés et les silver employés. Cette coupure imposée aux bâtisseurs du canal a laissé un souvenir obsessionnel dans l'esprit des descendants de ces esclaves des temps modernes ou de ces bagnards, selon la comparaison que l'on préfère pour évoquer leur vie misérable. Il faudra du temps pour que les élites portées à la tête du pays consentent à intégrer dans leur mémoire et dans le récit national le souvenir de ces milliers, dizaines de milliers d'Antillais venus de tout le bassin de la Caraïbe, mais en priorité de Jamaïque, de Barbade, de Martinique et de Guadeloupe, et pour beaucoup morts et enterrés dans les nombreux cimetières du pays. Engagé au début des années 1960, mais devenu une réalité avec la promulgation de la Constitution de 1972, le processus visant à intégrer tous les originaires de la Caraïbe, mais aussi d'Europe, d'Afrique, d'Asie, dans la nation panaméenne, a abouti à la formation d'une authentique conscience nationale aujourd'hui. Celle-ci s'est révélée au grand jour en 1999, en décembre 1999, lors des cérémonies de transmission des pouvoirs de la Canal Zone des États-Unis au Panama et en juin 2016, lors des cérémonies célébrant l'inauguration du nouveau canal rénové. Là, il faut voir les films de l'époque, qui sont extraordinaires, avec les lâchers de ballons, la joie, la liesse que l'on voit sur le visage. On voit qu'en effet, il y a bien des Panaméennes et des Panaméens qui ont conscience
de former véritablement une nation. Je vais citer Victor Hugo en 1830. Hier, vous n'étiez qu'une foule, vous êtes un peuple aujourd'hui. Magnifique. Vous pouvez le traduire en espagnol et l'offrir. Il y a beaucoup de Victor Hugo au Panama et dans beaucoup de pays de l'Amérique latine. Cette conscience nationale, elle a ressurgi avec force en février 2025, lorsque Donald Trump a affirmé sa volonté de reprendre le canal de Panama et d'y réimposer un tarif avantageux pour les navires arborant la bannière étoilée. En fustigeant les déclarations impérialistes d'un président nord-américain affichant son mépris le plus total des traités internationaux pourtant dûment signés par ses prédécesseurs, le peuple de Panama manifestait son intention de faire bloc et de démontrer son unité contre l'envahisseur étranger. Et comme à chaque fois en Amérique latine, on a brûlé, évidemment, la bannière étoilée pour bien montrer que les gringos, c'est une calamité. J'en viens à ma deuxième partie. Vous vous rappelez ce que disent les Mexicains, hein? Si près des États-Unis, si loin de Dieu. Et on continue. Quand je vais à Mexico, il y a toujours un Mexicain pour me le rappeler. Toujours. Même si par ailleurs il a fait ses études aux États-Unis. C'est même assez amusant quand on voit des intellectuels mexicains qui parlent mieux l'anglais que le français refuser de parler le moindre mot d'anglais avec un français pour bien montrer au fond ce fossé, ce traumatisme qui continue à exister. Alors, deuxième partie de mon exposé, deux autres mémoires, les mémoires françaises et états-uniennes, deux autres mémoires antagonistes. Pour les habitants des États-Unis, la construction du canal de Panama résulte d'un double exploit, à la fois sanitaire, épidémiologique et technologique. En effet, pour permettre aux travaux de se dérouler dans de bonnes conditions, il avait d'abord fallu résoudre le problème des maladies paludéennes et de la fièvre jaune. Les découvertes réalisées par des épidémiologistes à Cuba permirent de comprendre que le vecteur de la fièvre jaune, c'était le moustique, et qu'il fallait se débarrasser des larves et de toutes les flaques d'eau où il se plaisait pour se reproduire. L'utilisation à dose massive du pétrole et l'assèchement des zones humides permit de vaincre ce fléau en 2 ans, en 1905-1906. Et dès 1907, c'est la dynamite, utilisée elle aussi massivement, plus de 25 000 tonnes pour le percement de la montagne de la Culebra, là il y a une vignette sur la Culebra, permis d'avancer à un rythme relativement rapide. C'est encore après, voilà, c'est juste avant, ici. Les excavateurs fabriqués dans les usines des États-Unis, les remorqueurs, les locomotives, les wagons, les machines capables de poser elles-mêmes les traverses des voies ferrées, avaient fait merveille et rempli la mission que leur avait fixée le président Teddy Roosevelt en 1904, on va le remontrer, montrer au monde la supériorité incontestable de son pays sur ses concurrents de la vieille Europe. On le voit, voilà, alors, oui, se faire filmer en 1906 sur une excavatrice, hein, dont je donne le nom dans mon livre, une immense fierté, fierté technologique à juste titre. Hein. C'était effectivement du matériel qui a permis de creuser le canal finalement en 8 ans, puisque c'est entre 1904 et 1910. Mais si on considère qu'en 1905-1906, on élimine les moustiques, c'est vraiment après que les travaux commencent. En 8 ans, c'était un incontestable exploit. Dès cette époque, grâce à la mise en scène voulue par le président des États-Unis lors de sa visite de 1906, des caravanes ininterrompues de touristes nord-américains viendront admirer le travail des ingénieurs du génie militaire conduits par leur chef, le fameux colonel George Washington Goethals, et ils répandront à leur tour la légende forgée par ces Hercules des temps modernes. Alors on va le remontrer. Il s'appelle George Washington, évidemment. C'est un Belge d'origine, comme son nom l'indique, probablement un cousin de l'ancien entraîneur de l'équipe de football de Belgique. Pour ceux qui suivent les exploits sportifs, vous retrouvez un autre Goethals aujourd'hui. Celui-là, quand même, mérite davantage d'entrer dans la postérité, puisque c'est lui qui a été l'artisan de la construction. Là, on le voit en grand uniforme. Hein. Il a été nommé major général après la construction du canal.
Comme les ingénieurs français avaient échoué sur ce même chantier qu'ils avaient dirigé de 1880 à 1904 pendant 25 ans, les performances ou l'exploit de leurs homologues états-uniens n'en étaient que plus évidents. On ne peut qu'être saisi d'ailleurs par l'image d'une nation d'ingénieurs triomphant de tous les obstacles quand on regarde les films qui ont immortalisé l'ouverture du canal de Panama à la navigation internationale le 15 août 1914. Au même moment, les ingénieurs européens unissaient toutes leurs forces pour mettre au point des machines capables de tuer des hommes de façon spectaculaire en utilisant les avions, les automobiles, les gaz, les canons et les sous-marins, tandis que leurs confrères d'outre-Atlantique fabriquaient des engins destinés au progrès de l'humanité. Le contraste était saisissant et les expositions organisées à San Diego et à San Francisco en 1915 parleront de cette 8e merveille du monde qu'était le canal de Panama, le 13e des travaux d'Hercule, selon d'autres magazines. Quant à l'exposition parallèle, ouverte à Panama un an plus tard en 1916, elle confirmait le détachement définitif du sous-continent latino-américain de l'Europe et son arrimage non moins durable aux destinées de l'Amérique du Nord. Là, je vous renvoie aux travaux d'Antoine Compagnon. En France, pas Antoine, Olivier, homonyme mais pas de la même famille. En France, l'échec de Ferdinand de Lesseps avait été ressenti douloureusement en février 1889. Le dévoilement à l'automne 1892 de la cause principale de cet échec, un immense scandale politico-financier, déchaîna l'opposition boulangiste qui chercha à prendre sa revanche sur les républicains qui avaient remporté les élections de 1889. Les élections législatives de 1893 verront 190 députés, un tiers de la Chambre basse, remplacés par de nouveaux élus, dont une cinquantaine de députés socialistes clamant la fin du vieux monde capitaliste. Au-delà de ce jeu de massacre qui envoya Clémenceau accomplir une marche solitaire de près de 10 ans, c'est l'imaginaire français qui demeura marqué par la puissance de ce raz-de-marée qui aurait pu emporter les institutions de la jeune Troisième République. Les journaux satiriques, les caricatures, les affiches, les objets amusants, les faux faire-part de décès appelant à des enterrements symboliques vendus sur les boulevards par des camelots, les chansons et notamment les complaintes entonnées par les chanteurs des rues, tout ce matériel allait imprimer dans l'imaginaire l'idée que les élus de la nation étaient soit corrompus, soit corruptibles. Le mouvement boulangiste avait déjà essayé de provoquer une révision de la Constitution en forçant Daniel Wilson, l'homme du scandale des décorations, et son beau-père, le président Jules Grévy, à abandonner leurs fonctions. Grévy quitta l'Élysée sous les colibés de la rue, tandis que Daniel Wilson s'accrochait à son siège de député, aucune loi ne sanctionnant à l'époque le trafic des décorations, donc de la Légion d'honneur. 4 ans plus tard, l'heure de la revanche avait sonné et certains voulaient faire entendre l'hallali qui annoncerait l'arrivée de lendemains heureux. Ce scénario se répétera chaque fois qu'une crise de régime menacera d'emporter les élus prévaricateurs ou soupçonnés de s'être enrichis dans l'exercice du pouvoir. Les scandales liés à la banquière Marthe Hannot, Romy Schneider dans le film éponyme, ou à la Gazette du Franc, puis à la faillite de l'entreprise Snia Viscosa, et enfin à l'affaire Stavisky en 1934, ont fait ressurgir l'ombre du scandale de Panama et à chaque fois de la corruption des élus. C'est un thème qui est toujours dans l'imaginaire. Dès qu'il y a une crise à l'Assemblée nationale, dans une partie de la presse des deux extrêmes ressort l'idée qu'il y a bon nombre de corrompus. Plus tard, le scandale des vins sous la 4e République, puis le scandale des piastres indo-chinoises auquel fut mêlé le jeune Alain Delon, chassé de l'armée pour le trafic des piastres, ça ne figure pas dans ses biographies officielles. Eh bien, ces scandales sapèrent les bases de la 4e République. Après 1981,
Les révélations de la presse à propos du financement du Parti socialiste d'un côté, du RPR de l'autre, achevèrent de convaincre une partie de l'opinion que les élus étaient corrompus, tous pourris, diront les plus véhéments. Une nouvelle fois, on ressortait les plaintes entendues pendant les affaires de Panama ou le scandale de Panama, et on désespérait de la République. Ah, qu'elle était belle sous l'Empire, mais trop laide pour continuer à vouloir se présenter sous la forme d'une Marianne devenue le substitut de la Vierge Marie des chrétiens. Ainsi se dessinent deux mémoires antagonistes. La mémoire états-unienne, glorifiant l'œuvre de ces ingénieurs, de ces médecins, malgré l'existence de travaux universitaires qui révèlent l'envers du décor de la construction du canal, un black labor accompli pour le creusement d'un white canal, comme l'a écrit Michael Conniff dans sa thèse soutenue en 1982 en Californie. L'autre mémoire, pleine d'un mépris envers la classe politique qui avait couvert le vol de 400 000 petits épargnants. L'image forte produite par l'affiche qui représentait, on va le remontrer, un épargnant spolié en haillons, faisant la manche dans la rue, c'est un peu plus loin. C'est plus loin après. Je crois, oui. Voilà, le malheureux. Donc, cette image, produite par l'affiche qui représentait un épargnant spolié en haillons faisant la manche dans la rue, et les paroles des complaintes à propos des gogos qui avaient cru aux promesses de Panama, se retrouveront dans la chanson de Guy Béard, intitulée Suez, diffusée en 1963, et dans laquelle il expliquait qu'il fallait d'abord s'enrichir en perçant le canal de Suez, pour s'acheter ensuite, avec l'argent gagné à Suez, le canal de Panama. Vous la trouverez facilement sur YouTube, elle dure un peu plus de 2 minutes et vous l'écouterez. Sans être absolument un tube de l'été, sa chanson contribuait à maintenir en vie le souvenir d'un canal maudit qui avait coûté la vie à des milliers d'ouvriers pour le seul profit des financiers ayant vendu les actions et les obligations de ces entreprises en s'assurant la complicité des journalistes et d'une partie des élus de la République française. Pour voter l'autorisation d'émettre en effet un emprunt à l'eau, le vote des deux chambres était requis, et c'est à ce moment précis, à l'été 1885, puis en 1888, que les émissaires de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama avaient fait le siège des parlementaires en leur distribuant de généreux subsides, grevant la trésorerie de l'entreprise de dizaines de millions de francs de charges improductives. Troisième et dernière partie, la mémoire des Nicaraguayens et celle des originaires de la Caraïbe, des imaginaires également traumatiques. Compte tenu du nombre de nationalités concernées par la construction du canal, 66 officiellement recensées dans les documents de l'entreprise nord-américaine, mais sans doute davantage, la multiplicité des mémoires engendrées par la construction de ce canal est une évidence. Les Galiciens, pour ne parler que d'eux, on a compté jusqu'à 8000 galegos employés sur le canal, les Costaricains, les Colombiens, les Cubains, les Indiens qu'on appelait alors des Hindous, les Africains du Libéria, les Chinois, mais aussi des Français, des Italiens, des Grecs, des Turcs et bien d'autres mériteraient des études spécifiques, mais leurs témoignages sont rares et difficiles à retrouver. Les Nicaraguayens n'ont pas été très nombreux à travailler à Panama, mais leur mémoire est proche de celle des Colombiens parce que pendant près de 100 ans, les gouvernements des États-Unis leur ont fait miroiter la possibilité d'un canal qui traverserait le lac Nicaragua et finirait dans le fleuve San José pour détourner à leur profit une part importante du trafic maritime passant par le Panama. Et on va regarder tout à fait à la fin la vignette sur le tracé du canal. Un peu vivement, j'ai l'impression. Alors, on va arriver à la vignette qui montre le tracé du canal de Nicaragua. Ouais.
Et Oui, il fait un peu chaud. c'était quel numéro? C'est tout à fait à la fin. La dernière ou l'avant-dernière. Encore. Bon, celle-ci. Non, encore. C'est la dernière, ça. Non, c'est l'avant-dernière. Alors là, j'ai l'impression que ça n'a pas été enregistré. Ouais, ça arrive parfois quand on ne sait pas à quoi c'est lié. Donc, je l'ai vérifié pourtant avant. Ouais, Bon, faut pas de... vous regarderez sur Internet, vous trouverez le projet de canal. Vivement soutenu par les députés et les sénateurs des États du sud des États-Unis, qui voyaient une possibilité pour faire redémarrer l'économie de leur port mise à mal par la guerre de sécession, ce projet ne fut enterré qu'après le vote du Spooner Act en juin 1902. Par conséquent, auparavant, le projet de canal de Nicaragua avait trouvé de chauds partisans, non seulement au Congrès à Washington, mais à Managua et dans tout le Nicaragua. Même Augusto César Sandino se déclara favorable à la construction de cette deuxième voie d'eau navigable, mais il envisageait, lui, d'en confier la gestion, voire la propriété, à la nation latino-américaine, plutôt qu'à son seul pays, le Nicaragua. Alors, s'il n'est nullement certain que ce fût sa priorité de son vivant, c'est bien après sa mort et après la prise du pouvoir de Fidel Castro à la Havane que l'on vit ressurgir ce rêve grandiose. Le mouvement de guérilla anti-somosiste prit en effet le général des hommes libres, comme ils l'ont appelé, ou le guérillero prolétaire, qui quand même est un peu exagéré, comme symbole du soulèvement qui conduira Daniel Ortega et le Front sandiniste de libération nationale au pouvoir à Managua en juillet 1979. C'est d'ailleurs plutôt au XXIe siècle, lorsque des milliardaires chinois affirmeront leur intérêt pour un investissement massif au Nicaragua, qu'à deux reprises, en 2004 dans un premier temps, puis en 2013, la population du pays se mobilisera pour soutenir le démarrage des travaux et ravir ainsi au Panama une partie des taxes prélevées sur le trafic des bateaux empruntant cette route vers l'Asie. Même s'il est difficile d'admettre que le projet de canal au Nicaragua a joué le rôle d'un ciment dans la formation de la conscience nicaraguayenne, même si c'est difficile, le souvenir de la duplicité des États-Unis demeure vif et a sans doute contribué à maintenir une image dégradée de ce pays et de ses gouvernants dans l'esprit d'une partie des habitants de ce petit pays d'Amérique centrale. Je vous interromps un instant. Quelqu'un me signale que ça n'enregistre plus. Alors, bon, je vais pas arrêter l'enregistrement. J'ai l'impression que... Où est-ce que... Prenons quelques minutes. Ouais. J'ai l'impression que s'il y a ce point rouge, c'est que ça enregistre bien. Attends, Demander. je vais arrêter le partage. Si, enregistrement. Non, oui, je sais pas pourquoi. Vous me pardonnez, mais je préférais vérifier. Donc, je remets le Oui. partage. Voilà. Alors, pour les Antillais francophones, c'est après 1980 que l'on a vu des associations se créer pour recueillir les témoignages des survivants et ceux des enfants de ceux qui avaient cru au rêve d'enrichissement sur le chantier du Panama. Maryse Condé en a fait le centre de son roman La vie 1987, au moment où à Panama, on commençait à se soucier de l'entretien des tombes et de celui des cimetières où gisaient de nombreux morts du canal. La bataille autour du chiffre des victimes françaises de Panama a été un épisode marquant du retour de cette mémoire et au même moment dans les îles anglophones, à la Barbade comme en Jamaïque, des commémorations et des musées se chargeaient de faire revivre la mémoire antillaise du canal de Panama. Parallèlement à la création de ces authentiques lieux de mémoire, aux États-Unis, en Colombie et à Panama, des travaux universitaires venaient apporter de précieux arguments à ceux qui voulaient faire entendre ces voix d'en bas. Qu'il s'agisse de Julie Green, qui reprend le flambeau brandi par Lewis Lancelot en 1975 et Michael Conniff en 1982, qu'il s'agisse de
Marisa Lasso ou d'Omar Raen Suarez, mais aussi de James Skyner, David McCullough, John Major et Ovidio Diaz Espino, pour ne citer que, tous et toutes ont contribué, qu'ils l'aient d'ailleurs souhaité ou non, à une prise de conscience de la vie misérable que subirent ces immigrés entre 1880 et 1914. Plus récemment, des historiennes ont cherché à retrouver la trace des mémoires féminines de la construction du canal. Et on peut noter comme une évidente réussite la publication en 2023 du livre de Juan Flores Villalobos, Silver Woman, How Black Women's Labor Made the Panama Canal. Il ne manquera sans doute pas d'être suivi et prolongé par d'autres recherches, d'autres travaux qui devraient tenter de faire revivre également la mémoire des enfants qui accompagnèrent leurs parents lors de ces grandes remues d'hommes des années 1885-87, puis 1906-1910. À ces mémoires, antillaises ou caribéennes, il convient d'adjoindre les mémoires des tribus indiennes du Panama, qui elles aussi ont fini par faire entendre leur voix et les cris de révolte qui marquèrent le refus de voir leur culture étouffée par le pouvoir central ou les missionnaires chargés de les intégrer de force à la nation en construction. Les Chinois participent eux aussi à la transmission de ces mémoires que l'on pourrait qualifier de plurielles, tout en ayant à cœur de démontrer leur attachement à leur pays d'adoption. Et j'en viens à ma conclusion, remettre le plan fait au début, un canal en forme de kaléidoscope des mémoires. Vous l'avez compris, parce qu'on ne peut pas tout faire, je me suis concentré sur 6 mémoires essentiellement. Mais j'aurais pu faire un chapitre sur la mémoire des ingénieurs dans le monde entier, pour qui le canal est un exploit technologique. J'aurais pu prendre la mémoire des femmes et faire un autre chapitre. Mais dans ce cas, le livre, au lieu de faire 300 pages, j'en aurais fait je ne sais combien. Et puis non. À l'échelle d'un seul chercheur, c'est impossible. On peut citer les travaux sur lesquels on s'appuie, et je cite longuement David Marcilassi, dont le livre m'a été évidemment extrêmement précieux et utile. Je cite Julie Green, Marisa Lasso. Donc, dans les 3 langues, français, anglais et espagnol, il y a de multiples travaux. Vous noterez, si vous regardez mon livre, que je rends hommage aussi à des chercheurs états-uniens très oubliés, de moins en moins cités, et qui pourtant, dans des PhD des années 1970, ont fait parler les ouvriers antillais et les Panaméens. Et dans la thèse de Lewis Lancelot, j'ai eu la chance, grâce à des collègues nord-américains, on me l'a envoyé scannée, donc j'ai pu la lire sans avoir à me déplacer, de voir que de très nombreux documents figuraient. Ce qui veut dire que dès le milieu des années 70, il y aurait pu avoir cette mémoire au moins académique de l'exploitation féroce du canal. Mais un arbre ne fait pas une forêt. Une simple thèse, un PhD à l'université de Tulane au Texas ne risquait pas d'attirer l'attention des étudiants ou des chercheurs de Harvard, de Princeton ou de Berkeley. J'en viens donc à ma conclusion. Avant de conclure, j'aimerais préciser pourquoi j'ai choisi l'image du kaléidoscope, cet appareil qui réfléchit en couleur la lumière extérieure pour résumer ou symboliser les traces laissées par le canal de Panama dans les divers imaginaires. Dans ma jeunesse, on offrait encore volontiers, en cadeau de Noël, des jouets qui portaient le nom de kaléidoscope et qui présentaient, pour le plus grand bonheur des enfants, des multitudes de points lumineux composant les images les plus étonnantes. En bougeant, on pouvait faire varier ces images. Pour qui réfléchit à ce qu'est aujourd'hui le Panama, cette comparaison permet de réunir des ensembles apparemment disparates et pourtant homogènes qui trouvent leur unité dans un vouloir vivre commun, un plébiscite de tous les jours, aurait dit Ernest Renan, qui proposait cette métaphore pour définir ce qu'est une nation. Une belle formule. Une nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Très belle, très belle formule. C'est une conférence de 1882 que vous retrouverez aisément
Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan? Ces plébiscites ont été réaffirmés au Panama avec force en septembre 1977 lors de la signature du traité Carter-Torrijos, puis en décembre 1999 lors des cérémonies marquant la souveraineté restaurée de la République de Panama, et encore en juin 2016 lors de l'ouverture aux énormes portes-containers dit Panamax du canal agrandi et enrichi de nouvelles écluses. On va voir, j'ai pris la dernière diapo, un de ces navires Panamax. Voilà, elle est pas très grande. Le record absolu, c'est au mois d'août de l'année dernière, 15 600 containers sur le même bateau qui a payé 1 600 000 $ de taxes pour traverser le canal. Énorme bateau, 15 600 containers. Bon, cette mémoire, elle a encore été présente, elle s'est manifestée la dernière fois, en février 2025, je l'avais dit en introduction, lors de l'attaque grossière de Donald Trump, remettant en cause la légitimité du traité de 1977. Ratifié par le Congrès à Washington, contresigné par le président en exercice des États-Unis, heureusement, ce traité ne peut pas être contesté devant une Cour internationale de justice. Toutefois, Donald Trump est déjà parvenu à obliger la compagnie chinoise concessionnaire des deux ports côté Atlantique et côté Pacifique à les revendre à une entreprise nord-américaine, BlackRock, et à faire accepter par le Panama l'idée que les États-Unis ont une sorte de droit de regard sur la défense militaire de son territoire. De là à obliger le Panama à abaisser les taxes que paient les navires US, il n'y a qu'un pas qui pourrait être franchi dans un avenir proche. Face à la résurgence de cette mémoire agressive, néocolonialiste et même résolument impérialiste, on a vu un peuple se dresser, mais une fois l'émotion retombée, on ne peut pas dire que le gouvernement de Panama ait cherché à mobiliser l'opinion internationale comme l'aurait fait sans doute Omar Torrijos. Habitués à céder aux pressions de Washington, les présidents de ce petit pays savent bien qu'ils pèsent d'un poids très léger face aux géants nord-américains. Si les Colombiens et les Nicaraguayens ont depuis longtemps appris à se méfier des gringos, dont les Mexicains disent que leur pays est si près de Dieu et si près des États-Unis et si loin de Dieu, les Panaméens ont aussi tellement souffert, les Nicaraguayens, pardon, ont aussi tellement souffert des ravages provoqués par les FARC d'un côté, le Front sandiniste de libération nationale de l'autre, que leurs sentiments envers les États-Unis sont pour le moins ambigus. Les habitants des îles qui composent le bassin de la mer Caraïbe sont tout aussi partagés vis-à-vis d'un pays où une partie de leur jeunesse ne rêve que de s'y établir, alors que les générations plus âgées se souviennent des rêves brisés de leurs ancêtres. Les représentations de ces populations sont donc diverses, éclatées, comme les lumières des kaléidoscopes, et leurs imaginaires reflètent à leur manière la diversité des destins de ceux qui décidèrent un jour de tenter l'aventure de la traversée vers le Panama, nouvel Eldorado des années 1880-1914. Merci. Alors, un grand merci. Je vais reculer ça pour qu'on nous voit tous les deux. Je vais peut-être arrêter le partage pour que voilà, tout le monde se voit. Voilà. Alors, je voudrais dire aux personnes qui sont à distance que vous pouvez tout à fait poser des questions par écrit ou éventuellement solliciter la parole. Je voudrais tout d'abord remercier Jean-Yves Mollier pour cette très belle conférence faite en plus dans des conditions un peu difficiles, mais je vois que la voix ne vous a pas manqué, ça me rassure. Et revenir sur quelques points. Je poserai pas de questions pour d'abord donner la parole au public parce que je crois que il y a un public à la fois d'historiens, de collègues, de jeunes docteurs et de doctorants, et également d'agrégatifs qui seront sans doute avides d'échanger avec vous. Quelques remarques toutefois.
ce qui m'a impressionné à la lecture de votre livre, hein, c'est l'enquête que vous réalisez, notamment autour de la mémoire des Antillais. J'étais impressionné sur la diversité des sources auxquelles vous avez recours et qui permet de donner un reflet, pas seulement des Antillais francophones, hein, Martinique, Guadeloupe, mais également de ceux venant de la Barbade, de la Jamaïque ou d'autres îles plus petites, et qui entre un petit peu dans ce que vous revendiquez dans votre ouvrage comme l'histoire d'en bas, hein, qui vient de la tendance instaurée dans les années 60 de Thompson, hein, History from Below, et qui donne la parole justement à ces classes souvent minorisées, marginalisées, mais en tout cas ont moins produit, on va dire, d'éléments récupérables par les historiens et ont souvent été invisibilisés dans les sources auxquelles avait recours l'histoire. Et de plus en plus, voilà, donc quand on s'intéresse à la réception, soit à d'autres questions comme l'agentivité d'autres collectifs, d'autres acteurs, on essaie d'avoir une histoire plus plurielle qui offre ces différents points de vue. À ce niveau-là, les sources sont très intéressantes. Vous avez eu affaire à un corpus très riche, alors à la fois évidemment des sources de grande richesse comme cette box 25 de Julie Green, qui sont hein, pour ceux qui ne le situeraient pas bien, c'est un concours qui a été ouvert en 1963 avec les derniers survivants de la construction du canal pour qu'ils témoignent de leur expérience de la construction. Et je crois que c'est 112, c'est ce que j'ai noté, témoignages qui ont été recueillis comme ça, vraiment de grande valeur. Alors certes, vous pensez que c'est 50 ans ou presque un demi-siècle après la fin de la construction, mais enfin néanmoins, c'est des gens qui avaient participé soit à la construction, soit au tout début du canal, et qui offrent leur témoignage en première personne, et c'est très émouvant. Hein, ce qui est intéressant là, c'est que c'est un concours organisé à la demande d'une association historique à Panama, mais dirigée par des Européens d'origine, pour ne pas dire des Espagnols, ouais. Qui est à mettre en parallèle avec le travail fait par des métis et des Noirs de Panama quelques années avant pour recueillir des témoignages. Oui. Autrement dit, tout le monde à Panama entre les années 50 et 60, d'une certaine manière, se dit qu'il faut retrouver ses mémoires. Et cette fameuse boîte dite secrète par Julie Green, elle renferme effectivement le témoignage de tous ceux qui ont répondu à un concours destiné à publier les 3 meilleurs récits de vie. Donc on a plus d'une centaine de récits de vie qui datent de 1963, faits par des gens qui sont en général au-delà de 50 ans et qui soit sont nés sur place, soit sont venus des Antilles. Ils sont pratiquement tous anglophones. Il y a quelques francophones quand même. À travers le nom, en tout cas, il y a des noms français qui apparaissent. Et vous avez également recours à des sources littéraires. Hein, vous avez cité Maryse Condé, je saurais trop en conseiller la lecture, et bien sûr d'autres historiens. Je reviens pas dessus. On pourrait faire un parallèle aussi avec la mémoire française, que vous abordez sous l'angle aussi de cette même histoire par le bas, à travers les chansonniers ou un peu plus tard pour le boulangisme les caricatures, etc. Voilà, je voulais revenir sur 2 petits points vraiment sur cette histoire d'en bas, oui. et sur les images. J'ai été notamment intéressé parce que j'ai retrouvé, je ne pouvais pas tout vous apporter, mais prenez le temps d'écouter une très belle chanson qui date du XVIIIe siècle, Adieu foulard, adieu madras. Ah oui. Elle est chantée. Parce que ce qui m'a intéressé, c'est que au moment de la construction du canal, elle est récupérée. Elle date pas de ces années-là. Elle a plus d'un siècle. Elle est du milieu du XVIIIe siècle. Mais elle est récupérée par des Antillais qui vivent à Panama et qui la prennent comme une sorte de complainte pour dire au fond à qu'est-ce qu'on était bien en Martinique et en Guadeloupe. Combien on a eu tort de venir. Adieu foulard, adieu madras, qui prend donc un sens qui n'est pas du tout celui de la chanson à l'origine. Et il y a un très bel enregistrement des années 80, vous trouverez sur Internet. Donc, réécoutez avec vraiment l'idée d'une complainte, c'est-à-dire on exprime sa douleur d'avoir quitté les Antilles. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, bon, j'ai pas eu le temps, peut-être qu'en cherchant, on trouverait d'autres exemples de chansons. Mais c'est aussi des nouvelles manières de faire de l'histoire. Il faut se renouveler, il faut essayer de trouver. Mais sur ces témoignages, j'ai aussi voulu rendre hommage à Lancelot Lewis. Oui. Parce que quand même, la moitié des documents avaient été publiés par Lewis en 1960. Alors, vous piquez ma curiosité parce que moi, je ne la connais pas, cette thèse. Donc là, je vais
Je vous l'enverrai, je Je l'ai. vais œuvrer pour la récupérer, effectivement. Ça m'intéresse comme source. Non, vraiment, bravo. Moi, je trouve que dans cet ouvrage, il a toute cette richesse. Je reviens sur deux points de détail sur la mémoire colombienne et la mémoire panaméenne. Sur la mémoire colombienne, effectivement, la presse satirique colombienne, les caricatures foisonnent. Avec cette image qui revient, y compris publiée par Lucien Wise sur le rapt de Panama. Et je trouve qu'au-delà du vol, derrière le mot rapt, il y a aussi une dimension morale. Et de la part des Colombiens et de l'Amérique latine plus globalement, il y a vraiment l'idée d'un viol, c'est-à-dire du viol d'une nation sœur par les États-Unis au moment, il ne faut pas l'oublier, où se construit le panaméricanisme depuis 1889, hein, où l'intégration des Amériques est censée reposer sur une saine coopération. Alors, bien sûr, tout ça est théorique, mais cet interventionnisme unilatéral qui provoque la sécession de cette région la plus riche hein, du Panama, évidemment, entre en contradiction absolue avec ce précepte. Pardon, mais cette image, cette métaphore du viol, elle est très nette dans une caricature que je cite où on dit carrément que la Colombie est une jeune femme honnête et qu'elle a rencontré sur son chemin, elle a croisé un homme malhonnête. Donc là, c'est vraiment l'idée du viol en effet. Ouais, tout à fait. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport à la création d'une authentique identité nationale du Panama autour de la construction du canal. Bon, vous savez, souvent on l'appelle la República del Canal, ça c'est une expression même de Belisario Porras. Vous avez aussi la República Interoceánica, bien sûr, qui revient. Un petit peu cette vocation qui serait inscrite dans son destin que de servir de connexion et qui oriente même sa vocation économique, le transitisme ou la vocation de transit. Alors, elle se manifeste évidemment en 1999 avec les fêtes, les célébrations extraordinaires hein, de la rétrocession. 2016 avec l'extension des écluses qui a permis de faire passer des bateaux post-Panamax, alors que Panamax était la limite, un peu plus d'une centaine de mètres que pouvaient admettre les écluses auparavant. On peut aussi ajouter une autre dimension qui est dans cette construction d'identité nationale, qui est la résistance aux États-Unis et la lutte pour la souveraineté, qui va vraiment, et ça dès les débuts de la République, hein, c'est pas après 14, dès les débuts de la République, commence, hein, il y a des sentiments soit d'humiliation, soit de souveraineté, alors ça d'emblée de souveraineté minorée, hein, pour ça, parfois, on parle de république médiatisée, hein, parce que cette souveraineté est sous l'emprise d'une puissance qui n'a pas un rôle officiel de protectorat, mais qui, dans les faits, exerce un protectorat sur les autorités, hein, au-delà même de son rôle de protection, là, pour le coup, tout à fait officiel vis-à-vis d'interventions extérieures, mais vis-à-vis aussi de perturbations internes. Hein. Et donc, cette lutte pour la souveraineté, elle est manifeste, et vous le verrez dans le film qui sera projeté à 5h30, elle est manifeste à plusieurs moments de l'histoire de la République. 1958, il y a une opération souveraineté, hein, avec ce terme. 1964, c'est le jour des martyrs, avec des événements très graves qui ont lieu autour du drapeau, un emblème très symbolique pour le Panama et qui se prolonge au-delà de 1977. C'est ça qui est intéressant. On pourrait se dire que 77, bon, c'est finalement l'obtention avec la signature de ces traités qui entrent en vigueur au moment de la ratification en 79 et qui vont supposer la dissolution dès 79 de la zone du canal et sa rétrocession progressive de ces terrains en 99. Mais rappelez-vous que 1989, c'est la dernière intervention militaire des États-Unis pendant la guerre froide. Voilà, l'opération Juste Cause, tout est dit. C'était Bush père, hein, je crois, en 1989, et qui est un traumatisme pour les Panaméens, et non pas par nostalgie du général Noriega, hein, qui était corrompu, etc., mais c'est connu comme la invasión, hein, parce que cette intervention a fait peu de cas des populations essentiellement noires hein, du quartier où étaient les garnisons de Noriega. Et qui a conduit à ça. Voilà, je voulais rajouter ces quelques éléments. J'aurai éventuellement quelques questions, mais je préfère donner la parole alors à la fois aux gens à distance. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à solliciter en levant la main la parole. Et puis, bien sûr, dans la salle, hein, on a encore... Juste une précision, dans mon livre, sans m'étendre sur la question, parce que ça demanderait
de trop long développement. Et puis, dans votre livre, vous avez donné beaucoup d'éléments. Moi, à mon niveau, le moment où je vois un changement dans la conscience des Panaméens, c'est entre l'accueil qui est fait à Ferdinand de Lesseps en 1880, où dans la presse, on parle toujours des Colombiens, on ne parle jamais des Panaméens. Et en revanche, en 1893, lorsque on apprend qu'il va y avoir une nouvelle entreprise, là, à Panama, on demande à ce qu'il y ait un référendum. Donc je pense que, je le répète, je ne suis pas spécialiste de la question, mais si j'avais à trancher, j'aurais envie de dire que c'est probablement entre 1880 et 1893-94 que la conscience est en train pratiquement de... Ça, c'est une question, hein, moi je l'ai traité avec les Et c'est une étudiants question aussi. piège. C'est une question difficile, mais cette formation d'une conscience proto-nationale, sans doute, hein, avant 1903, elle est évidente. Hein, tout n'est pas de rien en 1903, c'est très important. Vous avez Justo Arosemena, vous avez d'autres initiatives à travers l'anséatisme qui remontent au début du 19e, et un fait différentiel, hein, évident, de l'isme et de son économie, etc. Et pour autant, c'est vrai que c'est une mémoire qui est surtout partagée par les élites, hein, et pour qu'elle gagne la population dans toute sa diversité, qui va être dans la composition démographique, est bouleversée, hein, par les travaux du canal, autant l'époque française que l'époque américaine, enfin états-unienne. Voilà. Alors, des questions. Donc, Clémentine Lucien, au fond, on va me dire si à distance on vous entend, sinon je vous demanderai de vous déplacer. Parle bien fort, Clémentine, et puis si à distance vous n'entendez pas, vous me dites. Merci, monsieur, pour cette très belle réponse. J'aurais simplement deux petites choses à dire. Vous avez parlé de littérature, de Marie Scondé, mais j'ai offert ce petit livre à David. Nous avons une collègue universitaire d'origine martiniquaise, une autre Marie Renaud, Ouais. qui a écrit un petit roman qui s'appelle Relato de Fénissas, qui a été aussi traduit en français et dont le protagoniste est l'un des deux survivants de l'éruption de la montagne Pelée de la Martinique de la capitale Saint-Pierre, Siparis, qui s'est retrouvé comme l'un des travailleurs au canal de Panama, parce qu'il a d'abord été recruté par le CIR Barnum. Ouais. Il s'est retrouvé aux États-Unis dans ce CIR comme survivant d'une catastrophe extraordinaire, et puis ensuite devenir travailleur au canal de Panama. Donc, Relato de Fénissas. D'accord. Bon, ça, c'est première chose. Alors, je vois que je vais peut-être résumer ça parce que je vois qu'à distance, on n'entend pas. Peut-être tu peux te rapprocher pour la deuxième partie. Clémentine Lucien faisait allusion au roman de Maryse Renaud et pas Condé. Maryse Renaud, Relato de Cenizas, qui fait allusion à Siparis, un survivant, le seul survivant, d'ailleurs, enfin, ils ont été deux, je crois. Voilà, l'un des deux survivants de l'éruption de la montagne Pelée en Martinique en 1902, et qui par la suite va travailler, si j'ose dire travailler, oui, dans le cirque Barnum, qui était un peu un cirque, vous savez, dans les spectacles de monstres, ou en tout cas un peu de l'extrême, et qui a eu grand succès aux États-Unis, où il racontait les tourments soufferts, parce qu'il a été à moitié brûlé, évidemment, il était dans un cachot, c'est ce qui l'a sauvé, et qui par la suite se retrouve sur le chantier du canal pour travailler. Alors parle bien fort ou rapproche-toi de l'ordinateur. Oui. Et la deuxième chose, puisqu'il s'agit d'une mémoire, d'un imaginaire traumatique, je voudrais rappeler une catastrophe d'un autre ordre qui s'est produite en août 2005, justement, un avion chargé de Martiniquais qui s'est rendu au Panama sur les traces de ces Antillais qui avaient travaillé à la construction du canal. Il se trouve que cet avion est tombé sur le Venezuela autour du Panama, et donc les 150 passagers ont tous été tués, et beaucoup de Martiniquais avaient des parents dans cet avion qui revenaient justement du Panama pour aller retrouver la trace de leurs ancêtres qui avaient travaillé le canal. Donc, c'est une affaire extrêmement douloureuse. Tout n'a pas été élucidé aujourd'hui. La compagnie était une compagnie colombienne, peut-être pas très sûre,
Mais il n'en reste pas moins que les personnes qui ont perdu leurs parents lors de cette catastrophe aérienne sont toujours en demande d'explication de ce qui s'est passé. Donc, c'est un prolongement qui a prolongé cette mémoire déjà traumatique du Canada. Tout à fait. Et j'ajouterai en complément que 3 ans plus tard, en 2008, un certain nombre d'élus de Guadeloupe et de Martinique, dont le président de la région, Victorin Lurel, qui a été ministre des Outre-mer, sont allés ériger des stèles dans le cimetière de Paraíso, si je ne me trompe pas, et à un autre endroit de Panama. C'est une mémoire très, très sensible, en effet, aux Antilles françaises comme aux Antilles anciennement anglaises. Parce que en Jamaïque et à la Barbade, là, je me suis appuyé sur d'autres travaux. Là, j'ai pas travaillé directement. Ça servait à rien parce qu'il y a eu des travaux à partir des archives locales. Ce sont des mémoires extrêmement sensibles, en effet. Mais en Martinique et en Guadeloupe, il y a un homme qui a été l'homme charnière, c'est Joseph Josse. C'était un professeur de littérature au départ, mais il a été nommé attaché culturel à l'ambassade de France à Panama de 1969 à 1974. Et là, il s'est intéressé effectivement, notamment au cimetière. Il a découvert, au fond, il ne devait pas le savoir, qu'il y avait eu énormément des milliers de Martiniquais et de Guadeloupéens. Et donc, il a fait un véritable travail. Il a publié des livres, il a réalisé un film, il a même fait un oratorio. Ce monsieur est décédé il y a quelques années, mais il a été vraiment l'artisan du rejeu de cette mémoire. Et on ne peut que lui rendre hommage. Alors, ces chiffres sont maniés évidemment avec précaution. À un moment, dans son livre, il dit que rien que sur le massif de la Culebra, il y a 22 000 Antillais français qui sont morts. C'est impossible, puisque déjà le chiffre de 22 000, il est lui-même malheureusement fantasmatique. Alors là encore, je vous disais tout à l'heure, j'ai un sentiment pénible quand j'essaye de redonner des chiffres à peu près vrais. Parce que j'ai presque l'impression de porter atteinte à la mémoire. C'est-à-dire que ces chiffres sont gravés dans la mémoire. Et de quel droit l'historien vient, en quelque sorte, dire. Alors j'essaye d'expliquer dans mon livre, et puis je l'ai fait en visioconférence avec le public martiniquais, que loin de moi l'idée de m'en prendre à cette mémoire, mais plutôt l'idée que ça ne sert à rien d'augmenter les chiffres. Déjà, le fait qu'il y ait eu autour de 12 000 à 15 000 morts, c'est énorme, énorme, vous vous rendez compte? 12 000 à 15 000 vies humaines brisées, un travail dans des conditions épouvantables. Vous le verrez avec vraiment le très beau documentaire de Sandra Rude qui va être projeté donc le 4 janvier, s'il n'est pas déprogrammé, parce qu'il aurait dû passer en novembre, il a été déprogrammé donc il y a un peu plus d'un mois. Là, il est programmé le 4 janvier, sous le titre Les forçats du canal de Panama. Elle rend vraiment hommage au travail. Elle a retrouvé beaucoup de photographies, de films, de documents qui permettent effectivement de voir dans quelles conditions épouvantables on travaillait. À la saison des pluies, vous imaginez creuser un canal à la saison sèche, c'est déjà pas très drôle, mais à la saison des pluies, c'est des conditions très pénibles. D'où, effectivement, des milliers de morts, et on ne parle pas de tous ceux qui ont été soignés dans les hôpitaux. Et puis, on a encore des traces de ceux qui ont été embauchés, salariés et payés, soit par une des deux compagnies françaises, soit par la compagnie américaine, mais tout ce que j'appelle les populations flottantes autour de la construction du canal. Ces femmes, notamment antillaises, qui préparaient la cuisine. Parce que quiconque a voyagé dans les pays pauvres sait que ça coûte moins cher de manger dans la rue, dans un petit restaurant de fortune, que de faire la cuisine chez soi. Ça, pour des Français, ça paraît, mais non, le restaurant, forcément plus cher. Ben non. Si vous avez voyagé en Amérique latine, vous savez bien que les réalités, ou en Asie, les réalités sont différentes. Donc, toutes ces femmes qui travaillaient là. Et puis, des réalités plus sordides, mais dont il faut parler. Les bordels, il y en avait évidemment aux deux extrémités du canal. Il y en avait sur tout le tracé du canal. Donc, les prostituées, les souteneurs qui étaient là. Et je le dis à un moment, les enfants, on a des témoignages d'enfants devenus adultes, mais ils m'intéressent moins. J'aurais aimé retrouver des témoignages d'enfants qui auraient parlé avant d'avoir 14 ans. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé avant d'avoir 14 ou 15 ans. Mais il faut continuer à chercher. Peut-être que par des biais, on peut. Comment est-ce qu'ils ont vécu ces situations? Le transfert déjà. Parce que
prendre le bateau, c'était pas si évident. Pour nous, c'est rien du tout, prendre le bateau ou l'avion. Mais quitter la Martinique, alors vous l'avez dit, évidemment, il y a eu l'éruption de la montagne Pelée. Donc là, il y a eu des transferts. Pas pour rien si le gros des Martiniquais, c'est 1906 et 1907. C'est juste après l'éruption. Mais il y en avait déjà eu à l'époque française quand même. Et une partie était revenue après. Alors, une partie sont revenus aussi après 1914. Donc, il y a tous ces phénomènes. Alors, il y a une chercheuse, celle qui m'a invité à présenter la conférence à l'Université de la Martinique, qui est spécialiste des migrations et qui, à mon avis, va faire un très gros travail dans les années à venir avec ses étudiants. Donc, j'ai vraiment confiance que on trouvera beaucoup de choses. Le chantier continue, formidable. Il y a une question en ligne que je Oui. prends tout de suite puisqu'elle a été formulée il y a quelque temps. Bon, peut-être je répondrai moi si vous savez pas. L'opposition à l'article 136 de la Constitution de 1904, quels groupes se sont ouvertement opposés à cet article, le dernier de la Constitution? Préciser peut-être Oui, l'article. alors vous savez, c'est l'article qui concerne le droit d'intervention des États-Unis en tout point du territoire, et non plus seulement ce qui était déjà prévu dans le traité, hein, dans l'article 7 du traité Haïbou-Novaria. Vous savez que ça donnait droit déjà aux États-Unis à intervenir dans les deux villes, Colón et Panama, militairement, donc pour rétablir l'ordre public ou l'ordre constitutionnel. Mais avec cet article 136, ce droit d'ingérence militaire, donc, est étendu à l'ensemble du territoire de la République, à l'image de l'amendement Platt de Cuba, intégré à la constitution cubaine. Donc, vous voulez dire quelque chose? Sinon, je prononce. Oui, on est précisément au moment où donc les États-Unis donc rachètent les avoirs de la compagnie française et se lancent dans cette aventure. C'est le président lui-même des États-Unis qui va diriger tout cela. C'est directement sous la responsabilité du président des États-Unis et il se donne tous les moyens pour peser. Alors, je vais vous redonner la parole, mais moi, je vais remonter beaucoup plus loin parce que dans les témoignages que j'ai retrouvés, dès 1880, c'est-à-dire dès le moment où les Français vont venir pour travailler sur le canal, les États-Unis, via leurs ambassades ou via toute une série d'intermédiaires, entendent militairement, en profitant des traités signés dans les années 1845-1850, être les maîtres militairement du canal, quoi qu'il se passe. Et c'est pas pour rien, je ne l'ai pas dit, si dans la compagnie, Lesseps a racheté les actions de la compagnie ferroviaire. Il a racheté 95% des actions. Or, le directeur de la compagnie est demeuré pendant toute la période française un citoyen des États-Unis, sous prétexte que l'entreprise était immatriculée aux États-Unis. Et à l'intérieur même de l'entreprise française, au conseil d'administration, vous aviez les banquiers de la compagnie ferroviaire et vous aviez des annexes de la banque Morgan. Dès le départ, dès 1880, ils entendaient bien être les maîtres. Au fond, toutes les adaptations ultérieures ne sont qu'une illustration de la doctrine Monroe, réadaptée en permanence aux réalités telles qu'elles changent entre le début des années 1820 et le début du XXe siècle. Et à cet égard, pensez à la coïncidence entre l'adoption du traité Mayarino-Bidlack, Oui. qui est toujours en vigueur en 1903, hein, on a tendance à l'oublier, entre la Colombie, enfin Nouvelle-Grenade à l'époque, et les États-Unis, qui donnait droit, enfin qui chargeait les États-Unis de veiller à la sécurité du transit sur l'isthme colombien à l'époque. Coïncidence avec la formulation du destin manifeste, certes par des journalistes, mais enfin qui reflétait quand même une idéologie prégnante à Washington et ailleurs aux États-Unis en 1945, hein, John O. Sullivan, Manifeste Destiny. Et pour revenir donc à la question précise, qui s'oppose donc à cet article 136, bon, il est ajouté au tout dernier moment des discussions sur la Constitution, je vous le rappelle, qui est négocié enfin, qui est adopté en un mois. Hein, c'est quand même un temps record pour adopter une Constitution. Donc, et c'est Thomas Arias, un conservateur, qui ajoute cet article, en s'inspirant justement du précédent cubain et à la demande de John Hay. Évidemment, tout ça avait été concerté. Il y a quelques oppositions au sein du Parti libéral surtout. C'est le cas le plus connu de Buenaventura Correos. Hein, je vais donner un exemple. Voilà. Donc, il y a une partie du Parti libéral qui s'oppose à cette adjonction. Mais qui n'est pas généralisé non plus. Ils n'en font pas un cheval de bataille. Je vous rappelle quand même l'idée de l'adoption de cette constitution, c'était d'arriver à un consensus.
Il y a 32 députés de chaque parti. Rappelez-vous des symboles de la nation. Le drapeau en est la plus éloquente illustration. C'est l'idée de l'équilibre entre les deux partis. Certes, le premier président est conservateur, Manuel Amador Guerrero, mais le premier président de la Chambre, lui, est Pablo Arosemena, est libéral. Donc, vous voyez, toujours retrouver cet équilibre, même si le libéralisme finit par s'imposer à partir de 1910. Voilà. Et je voulais revenir sur quelque chose que vous aviez dit sur l'implication des présidents, que vous interveniez là-dessus. Il y a effectivement de la part des États-Unis, alors on pourrait le dire aussi de la part des Français, puisque Ferdinand de Lesseps incarne aux yeux des Français, le grand Français comme on l'appelait, le chantier, même si c'était plutôt son fils, hein, Charles de Lesseps, qui pilotait les travaux. Mais côté américain, c'est très intéressant parce qu'il y a le chantier du canal inaugure pas seulement les premiers voyages, visites officielles à l'étranger, 1906, oui. Quand même pas rien déjà, mais aussi une nouvelle communication politique très moderne pour l'époque. Et là, Theodore Roosevelt, avec son voyage en novembre 1906, vraiment innove et de façon très intéressante sur cette proximité entre le président et les travailleurs. Vous le voyez juché au milieu de sa machine. Il y a aussi l'image du chapeau qui va rendre si populaire ce Panama Hat. Alors, vous savez, il vient de l'Équateur. Donc, c'est une nouvelle conception de la communication politique et qui va beaucoup identifier ce chantier, qui suppose quand même de grandes dépenses pour les dépenses publiques, pour le trésor public américain. Hein, vous savez, comme ces thèmes sont sensibles. Taft va lui aussi se rendre personnellement, hein, ce qui n'est pas fréquent à l'époque. Aujourd'hui, ça pourrait nous paraître évident. Personnellement plusieurs fois sur le chantier du canal pour œuvrer à ce qu'il soit livré à temps. Et Wilson lui-même, pour ce moment si symbolique qui coïncide pratiquement à quelques jours près, en octobre 1913, avec le 4e centenaire de la découverte de la mer du Sud par Vasco Núñez de Balboa, ça c'est le 25 septembre 1513, et en octobre, j'ai oublié la date précise, Wilson se rend à Gamboa, un endroit à peu près au milieu du canal en construction, pour faire sauter la digue et que enfin les flots des deux océans se réunissent. Bon, tout un symbole, évidemment. Voilà. Et oui, j'ai trouvé aussi quelque chose de très intéressant. Je dis simplement ça, page 109 là dans votre ouvrage. Vous revenez sur ces grandes figures qui ont construit, qui construisent l'imaginaire national d'un pays. Et c'est vrai qu'en France, bon, au-delà des grandes figures politiques, bien entendu, on ne revient pas dessus. Il y a des écrivains, des savants, on en voit tous les monuments, les statues et les noms de rues, la toponymie. Et aux États-Unis, quelque chose auquel je vais prêter attention. Mais c'est vrai qu'à côté de ces grandes figures politiques, on a sans doute moins des grands écrivains, mais tous ces ingénieurs et notamment les grands constructeurs des lignes ferroviaires qui effectivement ont unifié le territoire des États-Unis. Parce que les États-Unis se construisent au 19e siècle, voilà, sur une expansion, ce que n'a pas connu la France à la même époque. Et effectivement, on a cette célébration de l'ingénierie comme un petit peu l'image des pionniers aussi, hein, avec cette frontière mobile. Et le Panama, alors dans une dimension différente, illustre aussi hein, ces ingénieurs qui permettent de repousser au-delà les frontières de l'Empire américain, ou en tout cas de ses intérêts. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Après, j'envoie une autre en ligne. J'ajouterais que ça reste vrai aujourd'hui en 2025. Il y a je pense au viaduc de Millau. Les ingénieurs français ont construit des merveilles de technologie moderne. Les Français, ça leur est totalement égal. Qui en est l'auteur, on l'ignore. Nous, on préfère parler effectivement de Matisse ou de Victor Hugo, nos peintres, nos écrivains. Pour nous, c'est la culture qui passe avant. Tant mieux si on a de beaux ouvrages d'art, mais bon, c'est secondaire. Alors que quand même, quand vous passez sur le viaduc de Millau, vous vous rendez compte que ça a dû être quand même un travail qui a demandé une minutie. Quand vous pensez au moment où se rejoignent les deux côtés, donc ça mériterait peut-être même des poèmes là-dessus. Non, il n'y a pas un poète qui va chanter ça. Il y a une question en ligne. Y a-t-il eu de la ségrégation envers les minorités lors des commémorations du jour de l'indépendance, donc le 3 novembre, après 1903? Alors ça, je vous laisse répondre là. Alors, pas que je sache, bon, le spécialiste des commémorations du 3 novembre, c'est Félix Chirou Radios. Moi, je vous invite à voir ses articles. Alors, personnellement, je les connais et j'ai pas de… Alors,
ségrégation officielle, c'était vraiment une politique menée par les États-Unis vis-à-vis des travailleurs et qui était surtout prégnante à la fois sur le chantier et dans la zone du canal, où là, clairement, elle était instituée, hein, bel et bien. En revanche, côté panaméen, il n'y avait pas de ségrégation officielle, ça c'est certain. Donc il n'y a pas de raison non plus que lors des célébrations, elles y soient. En revanche, Oui. il y avait évidemment une hiérarchie informelle qui s'établissait et les élites sont clairement créoles. Je vous rappelle, je donne souvent l'exemple de ce président qui a temporairement occupé la présidence, Carlos Mendoza, au tout début de 1910, et parce qu'il était mulâtre, a été chassé de la présidence très rapidement parce qu'il ne venait pas la República de los Primos, comme l'a appelé le sociologue Alfredo Figueroa Navarro, donc il ne venait pas de ces quelques familles, soit terratenientes, donc propriétaires terriennes, soit de la grande bourgeoisie commerciale qui dominait clairement la vie politique et économique du Panama. Parfait. Donc moi j'ajouterais que dans mon livre, je donne une réponse détournée, si vous voulez, à cette question, en rappelant que dans les années 1920, pardon, une partie des élites refuse l'intégration dans la nation panaméenne des Antillais, parce qu'ils vont, d'une certaine manière, c'est même dit clairement, ils sont impurs. C'est du racisme biologique. Il faut protéger la pureté de la race. Ça, c'est dit très clairement, hein. Donc, c'est une manière détournée de revenir à la question de la ségrégation. Et à cet égard, ça s'applique aussi à des lois vraiment anti-immigration qui s'adressent aux Caribéens, anglophones ou francophones, mais également contre les Asiatiques dans les années 20. Alors, c'est vrai que ça sort de votre chronologie d'agrégation. Cela dit, je vous invite, vous le verrez aussi avec la projection, à penser à la longue durée pour vos conclusions, pour les discussions avec le jury. Je pense que tout ça montrera à la fois votre curiosité pour le sujet, votre bonne compréhension sur la longue durée de ces enjeux, et ça pourra nourrir aussi des bonnes conclusions, des bons prolongements, même si directement c'est pas dans votre chronologie qui est finalement assez courte. C'est un peu délicat de travailler sur 15 ans. Ça suppose quand même d'être un petit peu, enfin surtout en amont, mais aussi un peu en aval sur des bases à peu près solides. Même si on vous demande pas la même connaissance aussi fine, bien entendu. Je crois dans votre livre, j'entends du gouvernement, etc. Mais on n'a pas beaucoup, il me semble, abordé la manière des Indiens, etc. Est-ce que vous savez s'il y a eu, par ailleurs, d'autres témoignages? Oui, j'en parle un peu, mais alors je m'appuie sur des travaux qui ont été faits à Panama. Comme les Indiens étaient peu nombreux sur le tracé du canal, ils étaient davantage dans d'autres régions des deux côtés en fait du canal. Leur présence au moment du chantier français et du chantier américain, moi j'en ai pas trouvé de traces, je ne sais pas vous, mais il n'y a quasiment pas de témoignages. C'est plutôt lorsque la United Fruit s'installe effectivement à l'ouest du Panama que là, on a des témoignages multiples sur des révoltes, les grandes révoltes indiennes qui vont, je l'ai juste dit à un moment en parlant, en citant les missionnaires qui voulaient éduquer les enfants et au fond, comme en Irlande, comme dans d'autres pays du monde, voulaient éradiquer comme au Canada, au Québec, voulaient éradiquer leur conscience nationale de Première Nation au Québec et puis leur inculquer, bon, comme la France l'a fait dans les colonies quand on faisait apprendre aux petits malgaches, nos ancêtres les Gaulois qui avaient les yeux bleus. Bon, évidemment, quand vous voyez des films de l'époque, ça donne des situations cocasses. On aimerait savoir ce que pensaient les enfants à qui on faisait apprendre cela. Et bien là encore, on n'a pas de témoignage. On a bien les films, mais n'est jamais trouvé de témoignage disant comment un enfant malgache ou gabonais réagissait quand on lui faisait apprendre cela. C'est toujours soit le témoignage des Européens, soit le témoignage a posteriori de militants plutôt anticolonialistes. Donc ces témoignages sont intéressants, mais ils ne nous disent rien de la mémoire à chaud, la plus difficile à retrouver, il faut bien le dire. Pourrait apporter un témoignage. Parce que... Alors, je t'invite à venir parce que sinon on peut tout répéter. Et ensuite, il y a une question de Françoise Martinez, il y en a une en ligne. Sur le même sujet, savoir comment quelqu'un qui fait partie de l'empire de la nation française, que la Troisième et la Quatrième République cherchent à rendre homogène, comment on reçoit tous ces programmes qui sont des programmes
homogènes, les mêmes programmes Ouais. qui sont. Moi, j'ai étudié mes ancêtres les Gaulois, mais ça ne me gênait pas, je n'avais pas la distance critique ni le recul. C'est aujourd'hui que cela me paraît effarant, mais je comprends très bien que dans la logique de cette époque où il fallait faire nation et que tous ceux de l'Empire se reconnaissent homogènes, on puisse accepter ce que nous donnent les programmes éducatifs. Voilà, c'est ça. Mais là, vous citez votre témoignage. Donc, si je comprends bien, vous êtes antillaise et née après la Deuxième Guerre mondiale. Ah, mais Et pourquoi est-ce que discrètement, vous l'avez remarqué, avec beaucoup de diplomatie, j'essaye de connaître son âge parce que je suis historien. 1946, c'est la départementalisation. oui. Donc, vous recevez, au fond, cette histoire nationale en tant que Française, originaire d'un des départements français. Ce serait intéressant de demander à vos parents comment ils ont reçu le même témoignage à l'époque où les Antilles n'étaient pas départementalisées. Essayez Oui. de retrouver ces mémoires. C'est pas forcément la même mémoire que vous. Alors, J'ai des commentaires, mais fais passer plutôt David. ouais. Et puis bien, Et j'aurais une recommandation aussi pour les travaux. Aujourd'hui, est-ce que le Panama se rapproche du crisol des razas, donc le creuset des races? Il y a une question que je n'ai pas abordée parce qu'elle elle n'était pas à ma portée. Quand vous regardez les statistiques de la démographie du Panama, en gros, jusqu'aux années 80, on ne dépasse pas le million d'habitants. Et aujourd'hui, c'est 4 millions et demi. Donc, évidemment, il y a une sorte de rupture au niveau démographique. Ouais. Et je ne sais pas comment les 3 millions ou 3 millions 500 000 nouveaux Panaméens intégrés depuis la fin du XXe siècle et n'ayant pas vécu au fond ces questions-là, comment est-ce qu'ils les ressentent? Est-ce que l'école au Panama parvient, par la construction du récit national, à faire en sorte que, quel que soit le moment de l'arrivée d'une famille ou quelle que soit l'origine, on arrive à unifier? Ça, c'est un travail que moi, je ne peux pas faire. On a ici l'attaché culturel de l'ambassade du Panama. Je ne sais pas si Carlos Méndez quiere. No, pero en español, por favor. Pero en este caso, acércate, Ah oui. pero sin obligación. Pero, ¿cuál sería? ¿Entendiste la pregunta, verdad? Sí. Hoy día podemos decir que Panamá o ya puede definirse como crisol de razas o está en camino de convertirse en un crisol de razas, más allá de discursos oficiales, claro, pero. Gracias, por favor, por lo actual de la ponencia, lo que hablaste. La historia en Panamá, si me traduces, la historia en Panamá. No, todos entienden, sin problema. Sí. Pero, Es un público conquistado. Bueno. Yo soy panameño y la historia en Panamá se escribe con páginas en desorden, ¿verdad? Un país que me gustó mucho que hablaras de lo que está pasando con puntualmente Trump, porque nos costó mucho recuperar el canal. Y creo que esa recuperación del canal, por ciertos intelectuales y gente de la clase trabajadora también, logró que el panameño reafirmara lo del crisol de razas. Y cada vez el país se separa, se apropia más de la clase intelectual y de gente como yo. O sea, nosotros somos una mezcla de las Antillas, de mucha gente que vino del canal francés, y es muy importante que eso se reafirme, el crisol de raza de mi país, porque eso es lo que nos va a llevar a poder tener mucha más tranquilidad económicamente, a tener valores internos de Panamá, de lo que somos nosotros, ¿me entiendes? Somos un país de tránsito, como usted decía, pero tenemos que reafirmarnos sobre eso, sobre apropiarnos de nuestra identidad. Y ha sido difícil, es un país muy joven, somos 4 millones de personas, hay muchas personas inteligentes y trabajadoras, y yo creo que la historia se está poniendo cada vez de nuestro lado, y agradecido porque al ser un país de tránsito hemos tenido mucha multiculturalidad, desde un congreso anfictiónico con Simón Bolívar, hasta un canal francés, hasta toda esta visión que pasaba por el Indio.
Y bueno, aquí el profesor Marcilassi conoce mucho de los que gestaron el tratado, como el doctor Jaén. Yo personalmente, mi abuela redactó el tratado. Y imagínate, una persona que fueron 10 días en Washington, el Pentágono, y ella no podía hablar, porque éramos un país muy chiquito. Y tuvimos mucha suerte que Jimmy Carter nos apoyó. Porque una semana antes del tratado, hay un cuento que hablan de que un congresista republicano que se llamaba Ronald Reagan quería tumbar el tratado. Entonces, mi abuela fue con unos papeles y ya lo redactó y después todos los doctores de la comisión lo revisaron y lo presentaron. Y eso hoy en día es mucho orgullo para nosotros. Que el canal vuelva a manos para mí y que el canal se maneje bien. Es muy importante. Bien sûr. Gracias y disculpen. Non, non, un grand merci, Carlos. Muchas gracias. Effectivement, tu faisais allusion au traité Torrijos-Carter de 1977, auquel Omar Jaén Suárez a participé lui-même en tant que négociateur, effectivement. Et lui-même disait, il a publié énormément de colonnes dans La Estrella de Panama, vous savez, ce grand journal panaméen, pour revenir justement sur les défis du Panama au XXIe siècle. Et notamment, il revenait sur cette question de l'éducation. Et par rapport à l'histoire, c'est fondamental. C'est sans doute encore un chantier, bon, c'est un peu ma perception, moi, extérieure, cela dit, c'est encore un chantier à venir pour le Panama, de renforcer l'éducation, justement pour faire communauté nationale, remédier à un défaut de l'Amérique latine, ou l'un des défis de l'Amérique latine, qui sont les grandes inégalités. Le Panama est l'un des pays quand même riches, mais très inégalitaires de l'Amérique latine. Et justement, pour retrouver cette unité et favoriser ces valeurs et tu fais bien d'y insister parce qu'elles sont très présentes en même temps dans le récit et dans l'imaginaire du Panama et dans sa réalité démographique avant tout. Mais de valoriser ça, je crois que ça passera notamment par l'éducation. Il y a une question de Daniel. J'allais ajouter, d'autant plus qu'il faut que le Panama évite ce qui s'est produit dans d'autres pays. Il se trouve que j'ai beaucoup voyagé dans le monde, mais en Australie, il y a eu à un moment la récupération de l'histoire des bagnes, c'est très bien. Mais du coup, le club des descendants du premier navire de bagnards, c'est l'aristocratie de l'Australie. C'est l'équivalent de nos comtes et de nos ducs. C'est une vision absolument aberrante. En Nouvelle-Calédonie, heureusement, parce que j'ai dirigé des thèses sur l'histoire du bagne, la population a accepté globalement, la plupart des Caldoches, des Blancs, étaient persuadés qu'ils descendaient des communards, parce qu'au moins c'était noble. Y compris les partis de droite en Nouvelle-Calédonie célébraient la mémoire des communards. Ben oui, parce que par rapport aux bagnards, il vaut mieux descendre des communards. C'est intéressant, hein. Bon, aujourd'hui, ils ont réussi, mais il ne faudrait pas non plus qu'à un moment, en Nouvelle-Calédonie, ce soit un signe d'aristocratie que de descendre des bagnards. Vous voyez comment l'histoire peut tout d'un coup devenir dangereuse et se retourner. Car le but d'une nation aujourd'hui, c'est d'intégrer tous ses enfants dans leur diversité, quel que soit le moment d'arrivée. Alors, sans citer le Christ et les ouvriers de la 11e heure, mais c'est un peu ça. Il faut que les ouvriers de la 11e heure soient intégrés de la même manière que les ouvriers de la première. Or, les ouvriers de la première, ils ne veulent pas être payés la même chose que ceux de la 11e. Si vous permettez ce commentaire qui est tout sauf naturellement religieux. Alors, dans quelques minutes, on fait une pause bien nécessaire avant la projection à 17h30. Je vais donner la parole à Daniel Rojas pour une dernière question, parce qu'après, on n'aura pas le temps. Juste avant, une petite question irréférentieuse, si vous m'y autorisez, cher Jean-Yves. Moi, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage. Il y a une chose qui m'a chiffonné tout du long. Je ne sais pas si d'autres l'auront remarqué, pour ceux qui connaissent déjà le livre, c'est que vous employez le terme de Panama City. Alors, peut-être par pirouette, c'est peut-être l'éditeur qui vous l'a imposé, mais ça m'a profondément choqué. Oui. Et profondément choqué, n'exagérons pas, mais j'aborde ça parce que c'est très important pour les candidats de pas le faire. Mais dites si c'est. Non. En fait, c'était bien plus simple. Connaissant l'absence totale de culture géographique de mes lecteurs français, oui. Il fallait distinguer le Panama État et le Panama la ville. Il n'y avait pas d'autre solution que d'imiter le Guatemala avec Guatemala City et le Guatemala. Et par ailleurs, si vous regardez certaines cartes, vous reprenez la carte. Celle de la fin, là. Oui, non, c'est celle-là. La première. Oui, non, là. Non.
il y a bien Panama City. Oui, oui, oui. Et on le retrouve dans la presse souvent. Et on le retrouve dans la presse. Pourtant, il n'y a aucune raison, enfin, Non. en français du moins, ça n'a aucun fondement. Ouais. Et je dirais même c'est aussi Ouais. une nord-américanisation d'un pays qui l'a suffisamment souffert. Mais je le dis en toute Non, mais amitié, évidemment. j'aurais dû mettre une note. J'ai pensé à un moment mettre Panama la vieille, mais Panama Ou la vieille. ville de Panama. Oui, mais à chaque fois, la ville de Panama, c'était redondant. En tout cas, moi, pour les dissertations, vous êtes hispaniste. Oui. Attention à ne pas faire ça, Oui, bien ça sûr. c'est vraiment une erreur. Et de même aussi, c'est vrai qu'en français, on dit souvent américain. Vous savez que chez les hispanistes, il faut Oui. éviter ça. Donc, états-unien, éventuellement nord-américain. Et puis, bah, bien sûr, en espagnol, c'est plus fréquent, hein, estadounidenses, Et dans mon livre, norteamericanos, Ciudad de Panama. je mets toujours états-unien. Oui, 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 ça pour le coup, Bien sûr. voilà. Mais j'en De profitais. même que j'ai précisé qu'en espagnol, on parle d'afro-descendants, alors qu'en anglais, on parle d'afro-américains ou Ouais, africains-américains. ouais. Alors, je donne la parole à Daniel et puis on fait une pause. Si tu veux bien te rapprocher pour l'externe, les gens à l'extérieur. Alors, donc, déjà, un commentaire bref pour contribuer au débat. Merci beaucoup pour la présentation de cet après-midi. Donc, pour parler un peu de cette mémoire vive qui existe concernant la perte, le vol, la fragmentation ou la séparation du Panama, il faut savoir que dans la presse colombienne, il existe tout un débat sur l'emploi correct du terme enfin, le terme qu'on doit employer. Et on ne sait pas toujours s'il s'agit plutôt d'une perte, d'un vol, d'une fragmentation, d'une séparation ou d'une indépendance. Donc, ce sont des termes qui sont là. Et quand on lit les médias aujourd'hui, notamment suite aux interventions de Donald Trump dans les Caraïbes, on se rend compte que c'est un problème d'une mémoire qui est vive. Également, vous avez souligné le cas de Bogota. Moi, je viens de Bogota, donc bien évidemment, la réalité et l'histoire panaméenne, quand on vient de Bogota, est quelque chose d'extrêmement éloigné dans la réalité d'un pays qui est indien, caribéen et amazonien à la fois, mais c'est très différent dans les cas de la côte Caraïbe, où il y a tout un tas de manifestations culturelles, la cumbia, les vallenatos, la poésie, dans lesquelles la perte ou le vol des Panamas sont extrêmement présents. Ouais, donc dans la musique, c'est vraiment, ça témoigne d'une mémoire qui est très vive concernant l'histoire panaméenne et l'histoire colombienne. Et la question que j'aurais souhaité poser et tient plutôt au fait, j'étais plutôt étonné de ne pas avoir entendu le terme impérialisme dans votre présentation. Si, Ça a été un moment, au début. Et c'est-à-dire que je pense qu'une bonne partie de cette mémoire collective dans les Caraïbes, dans la Colombie, dans le Nicaragua, passe par cette idée d'une expansion impériale. D'abord européenne, donc française, puisque les négociations pour les concessions, les négociations de la Compagnie internationale du canal de Panama et de chemin de fer n'ont pas été faites dans la douceur. C'était souvent dans les cadres des menaces internationales ou des menaces d'intervention militaire. Donc j'aurais aimé entendre un peu plus comment vous articulez cette idée d'expansion impériale européenne et d'expansion impériale d'une république états-unienne dans les cadres du Panama. Merci. En fait, moi, j'ai noté une différence profonde entre la perception par les gouvernements de Colombie de la présence française et de la construction d'un canal français avec la présence nord-américaine et où là, l'impérialisme est dénoncé en permanence. Les diplomates colombiens accusent les diplomates américains d'utiliser la corruption, le dollar déjà, pour parvenir à leur fin. La présence française n'est pas vue comme une menace impériale, me semble-t-il, parce que la France n'a pas, dans l'affirmation de sa politique dans les années 1880, à aucun moment elle ne dit qu'elle fera quoi que ce soit si le canal est creusé par la France. J'ai simplement trouvé, et je l'avais déjà cité dans mon scandale de Panama, en 1885, Jules Ferry, avant de quitter le pouvoir en mars 85, dans une dépêche télégraphique qu'il envoie au chargé d'affaires français à Washington, dit clairement « Nous n'avons pas pour le moment d'intérêt particulier dans cette région du monde ». Ce qui sous-entend que si on parvient à construire le canal et à relier les deux océans, alors la France pourrait affirmer une politique plus impériale ou plus impérialiste. Mais dans la mesure où, en permanence, ça explique aussi qu'aujourd'hui à Panama, Ferdinand de Lesseps demeure une figure très positive.
on ne voit pas la France comme une puissance impérialiste, alors que bien sûr, les États-Unis sont perçus comme impérialistes. Mais qu'il y ait eu dans l'entourage de Lesseps, du côté de certains diplomates français, des ambitions impériales, c'est une évidence. Je pense que la phrase, la dépêche de Jules Ferry, elle dit tout, mais elle le dit à la manière de Jules Ferry, sans trop se découvrir, sans trop s'avancer. On a affaire à un grand homme d'État. Il pèse chaque mot. Mais on voit bien, imaginons un moment que le canal soit réussi et que donc, mettons 1890 ou 92, il y ait l'inauguration, on n'imagine pas les militaires français ne venant pas se positionner. D'autant que là, alors sur les sources, si on travaillait sur les sources de l'histoire de la marine, puisque la France entretient une marine militaire en Martinique, en Guadeloupe et dans d'autres régions, là on trouverait des traces d'une volonté impériale et impérialiste. Bon, un grand merci, Jean-Yves Mollier. On va vous applaudir. Très chaleureusement pour votre générosité, la clarté de votre propos, de vos réponses, etc. Et je vois qu'il y avait beaucoup de monde en ligne, beaucoup de monde présent. Ça a été enregistré, il n'y a pas eu de problème, donc je ferai un petit montage pour éviter le tout début et les parties inutiles. Et je mettrai ça en ligne sur le site du CRIMIC, je le dis pour les gens en ligne si vous le souhaitez le réécouter. Et donc nous allons faire une pause, on va installer un petit gâteau, dis-moi. Ah, oui, Alors, merci. Françoise Martinez. Ouais. Je voulais quand même faire le lien aussi avec Aléa, puisque alors l'ouvrage et la conférence était extrêmement pédagogique et comme l'ouvrage, parce que pour tous, c'est un ouvrage qui est particulièrement pris et donc agréable à lire. C'est vrai que ça se lit un peu comme un roman, ça c'est une grande vertu. Six mémoires contrastées, c'est très pédagogique. Mais moi, je voudrais revenir aussi, donc c'est très bien pour les agrégatifs. On est aussi dans un séminaire Aléa et donc sur votre université où vous avez choisi aujourd'hui pour cela, parce que dans ces modèles, dans ces mémoires contrastées, vous en avez choisi 6. La liste, elle pourrait continuer. Vous avez évoqué des Gaillets, etc. Moi, je pense aussi aux Andins qui étaient là pour d'autres raisons et qui ont une mémoire dont on pourrait reparler. Pour rebondir sur la question posée du comment, en réalité, dire, enfin, c'est pas qu'il n'y était pas. Je pensais Marisa Lasso qui c'était pas la selle et il y avait aussi donc il y a des choses en train de se faire donc je pense aux doctorants qui sont présents ici aussi et aux collègues chercheurs c'est un modèle aussi du fait que la recherche c'est une dynamique et que là-dessus sur ces 6 mémoires qui nous amènent à ne pas être dupes à contraster à penser on va pouvoir rajouter une réflexion sur les peuples autochtones on va pouvoir rajouter la récupération qu'ont pu en faire les Andins moins présents mais qui eux vont valoriser d'avoir été là pour soigner, par exemple. C'est présent. Et ça vous montre aussi comment on construit brique après brique et comment on avance en recherche. Et puisqu'on parle du séminaire Aléa, la prochaine séance, donc là, on a eu Nanterre, on a eu Sorbonne aujourd'hui. La prochaine séance, c'est à Paris 8 et ce sera le 9 mars. Le 19, moi j'ai noté. D'accord. Bon, donc ce sera à Paris 8 et sur le site. Et c'est sur le site. Le 19. Et le 19 mars, puisqu'on a ici Juan Pablo Scarfi, que nous allons recevoir le 8 janvier prochain. Le 9 janvier. D'accord. Le 9 janvier, 19 mars. Voilà, c'était les petites choses que je voulais rappeler. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, pour les personnes présentes, alors les gens en ligne, on va vous abandonner, malheureusement. Ah! Le Panama, il en a encore question. Il lance une question, puisque le Panama fera l'objet du prochain dossier IDEAS. Je ne vais pas rappeler, mais coordonné par David Marcidassi, mais avec de nombreux auteurs, dont certains ont été mentionnés ici. Il sortira la première semaine de mars. Et donc, c'est une autre façon de montrer on a dit préparation. Il y a la préparation des concours et il y a ces recherches, ces travaux de recherche en cours et en train de se faire. Ouais. Et donc, pour vos oraux, vous pourrez tout à fait le consulter, c'est en consultation libre. Donc, on diffusera à partir de mars. Ouais. Oui, tout à fait. Sur l'actualité de cette question. Et de désunion. Voilà. Panama, trait d'union et de désunion entre les deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.
IDEAS. Je le mets là. Indexé avec de bons dossiers et des dossiers aussi des sommes actualités. Voilà. Donc, je dis au revoir aux personnes en ligne. Il va y avoir la projection à 5h30 de Historias del Canal, mais malheureusement, on ne peut pas le faire à distance. Et je vous dis donc au revoir.